Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, de prendre ce moment pour partager autour d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est les dispositifs d'accompagnement, de soutien dans le champ de la santé mentale des jeunes. Déjà, peut-être quelques infos pratiques. Cette conférence est enregistrée, ce qui veut dire que on va vous demander d'éteindre votre son et votre caméra tout au long de la conférence. Donc, pour tout le monde, on vous demande d'éteindre les caméras pour des raisons de droit à l'image, puisque les personnes qui sont les intervenants ont, ont- ont signé un droit à l'image. Et comme la conférence va être rediffusée secondairement, on a besoin que vous enleviez les caméras. Donc, c'est en bas à gauche de votre écran, vous avez une petite caméra et vous cliquez dessus pour supprimer la vidéo. Je serai peut-être amenée à le redire un peu plus tard. Merci beaucoup. Comme je le disais, la conférence est enregistrée et elle sera rediffusée, pas immédiatement, mais d'ici quelques semaines, sur la chaîne YouTube du CREPSI des Pays de la Loire, qui héberge le site du Centre support de réhabilitation des Pays de la Loire. Santé mentale des jeunes aujourd'hui, c'est un enjeu évidemment majeur dans notre aujourd'hui. Donc, je redis pour les nouveaux arrivants, merci de bien vouloir supprimer votre caméra et votre audio pour, du fait de l'enregistrement et de la rediffusion secondaire. Donc, gros enjeu de la santé mentale des jeunes. Évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe en cette année 2025, grande cause nationale de la santé mentale, pour des raisons qui sont en grande partie la part croissante de la jeunesse qui est touchée par des troubles psychiques. Près d'un ado sur trois et jeunes adultes présente un risque sévère de développer des troubles psychiques au sens large et plus d'un sur sept présente des troubles avérés avec une augmentation du recours aux soins avec une explosion des passages aux urgences et des hospitalisations depuis une quinzaine d'années. Et donc, voilà, on est très préoccupé par cette réalité-là. Les raisons de cette fragilisation de la santé mentale des jeunes, on va peut-être en reparler, elles sont multiples, on ne les connaît pas toutes. On sait que on a traversé le Covid, les confinements, le Parcoursup, la précarité étudiante, la surcharge numérique, le sentiment de solitude lié à la dématérialisation des liens sociaux. Et puis sûrement plein d'autres choses, dont l'éco-anxiété, les conflits aux portes de nos frontières, et sûrement plein d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la population des jeunes, que ce soit les adolescents ou les jeunes adultes, sont en fragilité et que l'accès aux soins et l'accès aux accompagnements est de plus en plus difficile du fait de la crise du système de soins et de l'accompagnement en santé mentale qui rend l'accès à l'accompagnement psy de plus en plus difficile avec des listes d'attente qui ont tendance à s'allonger de plus en plus. Mais euh, heureusement, le constat ne s'arrête pas là. On a aussi de nombreux dispositifs qui se développent, des dispositifs innovants qui se mettent en place dans le champ du système de soins ou d'accompagnement, d'une part, donc le sanitaire, le soin, le médico-social, ou bien dans d'autres milieux, en particulier des milieux associatifs. Et donc, le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de manière prioritaire de vous faire découvrir différentes modalités d'accompagnement des jeunes, plutôt jeunes adultes, grands ados, jeunes adultes. Donc on vous propose de faire connaissance avec Alexandre de Connor et Manon Hervé, qui travaillent à Montpellier. Alexandre de Connor est psychologue et docteur en psychologie et il est responsable du centre de réhabilitation Jean Mainviel. Manon Hervé est infirmière et case manager au centre Jean Mainviel. On va vous faire connaissance. Et puis, l'équipe, ensuite, que je présenterai secondairement de la Maison Perchée, enfin, des professionnels de la Maison Perchée viendront vous parler de leur activité secondairement. Je vous les présenterai ensuite. Donc, merci beaucoup à vous
tous et toutes d'être présents. Merci aux orateurs. Et puis, je vais d'abord donner la parole à Alexandre et Manon pour parler du centre Jean Mainviel. Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci Marion du coup. Et merci pour l'invitation pour parler de ce sujet. Donc bonjour, bonjour à tous. Ça fait bizarre de parler devant juste des noms. En vidéo, c'est quand même bien voir les têtes. Donc, euh, donc voilà. Avec Manon, je vais essayer de vous présenter après son rôle, mais on va vous présenter un petit peu comment dans notre unité on a réfléchi l'accompagnement alors des jeunes, parce qu'en fait on ne reçoit que des jeunes, donc de fait c'est ce qu'on fait. Donc on reçoit des personnes entre 16 et 30 ans avec une moyenne d'âge, on est plutôt sur des gens en début de vingtaine pour la majorité des personnes qu'on accompagne. Euh, voilà, et on les accompagne du coup en psychiatrie, donc c'est des gens qui ont des troubles psychiques, mais tout type de troubles, de la dépression à la schizophrénie, des TOC, des troubles de l'anxiété sociale, etc. Et on a un fonctionnement qui est peut-être un petit peu particulier par rapport à la psychiatrie habituelle. Et le but, c'est pas de vous expliquer comment nous on fait, mais comment en tout cas on a réfléchi l'accompagnement en tout cas des jeunes. Je laisse Manon se présenter et expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Et bonjour à tous, merci encore pour l'invitation. Je remercie le CREAPSI de cette initiative parce que je me dis toujours que si je suis là, c'est que la psychiatrie et plus largement la santé mentale des jeunes est une préoccupation et qu'on est tous ensemble pour y réfléchir et puis voir aussi les perspectives. Moi, du coup, je travaille avec Alexandre de Connor dans un centre de réhabilitation psychosociale. Mais comme Alexandre l'expliquait, on s'est spécialisé dans les grands ados, jeunes adultes, plutôt jeunes adultes, bien qu'on ait accompagné des jeunes à partir de 16 ans, transdiagnostic sur la ville de Montpellier et alentour. Donc, je vais être ravie de pouvoir échanger avec vous et présenter un petit peu notre façon de travailler. Je me permets juste une toute petite intervention pour dire, étant donné que vous n'avez pas droit à la parole orale parce que vous êtes nombreux et que vous avez bloqué vos vidéos et vos micros, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans le chat. On va faire le tri, les compiler et les intervenants pourront y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Voilà, je me tais. Première question, est-ce qu'on parlera du repérage et intervention précoce? En tout cas, avec Manon, non, puisqu'il y a déjà un épisode d'Écouter de la réhab qui est consacré à ce sujet. Et effectivement, on ne veut pas venir sur des choses trop techniques, euh, mais plutôt parler d'une posture et d'une façon de voir comment on peut accompagner en général les jeunes, en tout cas, comment on peut faire en psychiatrie, parce qu'il y a peu ce qu'on peut faire dans le médico-social et en associatif. Merci Alexandre de préciser ça. Donc, les goûters de réhab sont rediffusés. Vous pouvez retrouver le goûter de réhab qui était dédié à l'intervention précoce et au repérage précoce sur la chaîne YouTube du CREPSI des Pays de la Loire. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'infos là-dessus. Alors, comme avec Manon, on n'est pas à côté, Manon, t'hésites pas, je lance le truc parce que c'est moi qui ai le diapo, mais tu me coupes, hein, sans problème. Et puis on est parti. Alors, normalement, vous voyez le diapo. A priori, j'entends pas de nom, donc c'est que ça doit marcher. Oui, ça. Euh, donc, parce que normalement, j'ai deux écrans, alors je vois mon diapo et le zoom, mais là, il s'est mis en tout petit. Euh, En fait, quand on s'est réfléchi, quand on a réfléchi à ce qu'on allait dire aujourd'hui avec Manon, on s'est reposé un petit peu les questions de quelles étaient les différences, parce que finalement, comment accompagner les troubles psychiques chez les jeunes? Est-ce qu'on doit être différent, faire autre chose qu'avec des gens plus âgés, ou faire plus ou moins? Ce serait dire que les jeunes, il faut faire plus et qu'une fois qu'on est un peu plus vieux, on vaut moins et que du coup, c'est bon si on fait moins bien. Euh, non, c'est pas l'idée. Par contre, est-ce qu'il y a des spécificités? Tout de suite, je pense que le premier truc à dire, c'est que euh, c'est vrai que sur certains troubles, si on agit très vite, on peut très vite les désengager par rapport à un trouble qui est là depuis 10 ans, etc. Il y a certains troubles psychiques avec une action rapide. On évite que ce soit trop grave, voire même un rétablissement très rapide. Donc ça peut être quand même
assez intéressant de se dire bah, comment on réagit vite. Et Marion a parlé de liste d'attente, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un fonctionnement où on n'a pas de liste d'attente. Notre fonctionnement permet d'accueillir sans arrêt des nouvelles personnes dans un délai de 72 heures, ce qui me paraît quand même acceptable et permet de répondre aux demandes immédiatement par rapport à des endroits où il peut y avoir 6 mois, 1 an d'attente, ce qui peut rendre les choses assez compliquées. Il y avait plusieurs. Donc on s'est posé la question au niveau des jeunes, bah, c'est des paradoxes, puisqu'à la fois on a des. C'est un âge où finalement on est en train de créer sa vie. On devrait. Je sais pas, en tout cas, quand on atteint 16, 17 ans, normalement, on commence à petit t'éloigner des parents positivement, hein, et de créer la vie future, envisager son orientation, envisager les sorties avec les amis, ce qu'on va faire de sa vie, le sens qu'on donne à sa vie, etc. Et à la fois, bah, la psychiatrie, elle nous éloigne vachement de ça, dire bah, tu vas avoir besoin de soins, tu vas devoir avoir des rendez-vous, tu vas devoir aller faire ci ou ça, ce qui est du coup relativement l'opposé. Je sais pas si Manon, tu veux compléter là-dessus, je te laisse la suite. Oui, bah, disons que c'est vrai que la réactivité semblait être une priorité pour accompagner les jeunes de manière à pouvoir répondre vraiment à la détresse, mais à la fois de pas tout miser sur le côté soin pour renforcer l'identité, puisque comme disait Alexandre, c'est un âge où normalement toutes les portes sont censées s'ouvrir. Et c'est vraiment bah, la création de notre libre arbitre, de notre avis politique, de notre choix d'orientation. Donc c'est vrai que bah, quand on est un jeune et on commence à présenter une souffrance psychique, l'idée c'était voilà, de créer un espace d'accompagnement plus qu'un espace de soins. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soins, mais la porte d'entrée, c'est basé sur les projets de vie du jeune. Et c'est là-dessus qu'on a misé vraiment l'accompagnement sur à la fois la réactivité et vraiment le rétablissement personnel, l'identité de la personne, de manière à ce qu'il puisse reprendre son pouvoir d'agir rapidement, ou en tout cas à son rythme, mais sans délai d'attente. Et concrètement, finalement, quand on a des jeunes qui arrivent, nous, notre but, c'est d'accompagner le rétablissement personnel. Je pense que beaucoup des gens qui assistent à cette intervention savent de quoi on parle. Et, euh, et du coup, de favoriser finalement la reconstruction d'une identité positive. Mais là, on travaille à un âge où encore l'identité est encore très floue. Donc, on n'est même pas sur la reconstruction d'une identité positive, on est sur la construction. Et, euh, et à la fois, on a aussi beaucoup de jeunes finalement qui vont avoir des souffrances et à la fois dire, c'est là où on a un autre paradoxe, dire bah, j'ai pas besoin d'aide, je vais me débrouiller tout seul, ça va aller mieux. Euh, et on le souhaite vraiment que ça aille mieux sans qu'on ait rien à faire, ce serait chouette. Mais il y a un certain nombre de troubles où on sait que plutôt si on reçoit pas d'aide, et ben, ça va plutôt s'aggraver. Euh, donc, voilà, il y a quelques troubles qui ont un peu une rémission spontanée, si on est bien entouré, s'il y a des facteurs soutenants autour de nous. C'est pas toujours le cas. Donc, il y a ce truc de comment construire une identité positive. Dans le rétablissement, il y a aussi beaucoup la notion de sortir de l'identité de malade. Mais là, on va avoir plein de jeunes qui ne sont pas dans l'identité de malade, et c'est tant mieux. Et ça rejoint, et c'est peut-être ça qui crée une difficulté finalement pour les soignants de psychiatrie, c'est qu'en fait, bah, quand on a l'habitude de gens qui peut-être ont été plus chronicisés par la psychiatrie, parce que des fois, hélas, nos soins ont amené parce que des gens prennent l'habitude d'être un peu dépendants des soignants. Je ne sais plus comment je voulais formuler les choses, mais en gros, finalement, on a des gens qui demandent de l'aide et à la fois des jeunes qui demandent de l'aide, qui sont pas bien et qui à la fois vont refuser les soins tels qu'on les propose habituellement. Et en fait, c'est ça la question. Comment aider la personne? Et pendant une longue époque, on parlait de comment on fait adhérer les gens aux soins. Ça, on disait beaucoup ça à une époque, faire adhérer les gens aux soins. Et la logique, en fait, elle est inverse. C'est comment nous, on adhère au projet de ces jeunes-là, comment nous, on adhère à l'accompagnement dont ils ont besoin et que eux, qu'ils pensent pouvoir, enfin, comment eux, ils pensent qu'on puisse les aider. Et c'est
ça demande pas mal de flexibilité et finalement de sortir un petit peu de nos balises habituelles, de nos outils habituels et pouvoir s'adapter et personnaliser à chaque personne. Donc il y a beaucoup cette question-là dont on va essayer de parler un petit peu plus. Et sur les critères, je te laisse Manon. Après, oui, c'est vrai que les critères d'inclusion, en fait, on en parlait avec Alexandre, c'est qu'il y a beaucoup de structures qui sont avec des critères d'inclusion par rapport à un diagnostic et qui permettent en fait de proposer à des gens des outils très spécifiques. Donc, on remercie ces structures. Mais parfois, certains jeunes qui rentrent dans la maladie ou simplement qui ont des détresses, enfin, on pourrait pas, comment dire, déterminer quelle est la détresse. Ceux-là qui sont quand même une grosse majorité, il n'y a pas vraiment de structure dédiée selon le territoire où ils habitent. Et c'est vrai que ça les laisse un petit peu ben, euh, sur le côté et ça peut faire en fait des ruptures dans le parcours. Et l'idée vraiment aussi, c'était de euh, ouvrir au maximum la possibilité d'être accompagné quel que soit le trouble. Donc, c'est pour ça que dans notre structure, au départ, on s'était spécialisé dans les personnes souffrant de schizophrénie et qu'on a ouvert aux troubles anxieux complexes, aux personnes qui souffrent de TOC. Et après, on travaille aussi avec des équipes spécialisées pour tout ce qui est troubles de la personnalité borderline. Euh, voilà, l'idée, ou trouble de l'humeur aussi, mais l'idée, c'était de ne pas réserver en fait de spécialité pour que toute personne qui est en demande, tout jeune qui est en demande, puisse de manière rapide accéder à un suivi qui lui ressemble. Et c'est vrai ce que disait Alexandre, c'est qu'on s'adapte à sa demande, à son rythme, à sa temporalité, en mettant en avant véritablement le projet de vie. Euh, et en s'adaptant, et c'est pas pour le coup la personne qui va s'adapter à l'institution, mais pour une fois, l'institution qui va s'adapter à la personne. Enfin, je dis pour une fois, bien évidemment, je vais nuancer mes propos parce que je sais très bien que les choses avancent dans le bon sens, mais en tout cas, voilà comment on a pensé et articulé le suivi des jeunes. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de dossier ou autre pour rentrer dans notre façon, enfin, de faire, puisqu'on se dit qu'il y a un jeune, là, il a une demande d'aide. C'est déjà pas toujours évident, effectivement, de la formuler, cette demande d'aide. Il faut qu'on puisse réagir tout de suite. Et que la personne, elle passe pas, quand tu as 17 ans, tu n'as pas envie de passer devant un premier médecin qui te fait une évaluation, puis un deuxième, puis après un neuropsychologue, puis après une assistante sociale, puis après je sais pas qui. Tout ça pour faire un dossier, pour savoir après si on va t'accompagner. Non, c'est maintenant tout de suite. Et, euh, et voilà. Et je pense que ça, c'est intéressant. On le fait avec tout le monde, mais qu'avec les jeunes, ça permet d'autant plus d'avoir du lien. Je pense vraiment à des jeunes, par exemple, qui ont eu des troubles avec des hospitalisations difficiles et qui, du coup, refusaient vraiment, rejetaient l'hôpital complètement parce que pour eux, c'était des mauvais souvenirs. Et qui, quand on leur a dit, bah, nous, si vous voulez, on vous accompagne sur n'importe lequel de vos projets, et qu'ils ont pu dire, bah, vas-y, là, maintenant, tout de suite, moi, je veux aller travailler, est-ce que vous pouvez m'aider? Et qu'on dit oui, bah, du coup, ça a créé du lien, en fait, avec des jeunes qui refusaient de venir à l'hôpital. D'ailleurs, on choisit de les voir pas forcément à l'hôpital, mais un peu partout où ça leur convient. C'est-à-dire pour être suivi aussi. On pense qu'il y a besoin de cette adaptabilité et de sortir de nos bureaux. Si quelqu'un, pour le rencontrer, il faut aller à une terrasse d'un café, il faut aller dans un parc ou chez lui. Donc, il ne veut pas venir à l'hôpital, dans nos bureaux. On doit pouvoir répondre à ça aussi. Euh, c'est extrêmement important pour pouvoir faire ce lien qui est nécessaire. Hop. Changeons de diapo. Le sang, on va passer un petit peu vite dessus, parce que c'est pas le plus important. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont refuser finalement les soins ou les propositions? On n'a pas les vrais pourcentages, hein, c'est pour ça qu'on n'a écrit aucun chiffre, c'est juste un relevé un peu à la louche comme ça de ce qui fait. Moi, des fois, il y a en soi les symptômes de la maladie qui peuvent faire refuser. C'est vrai que si j'ai une tendance à avoir des idées de persécution et que j'ai l'impression que l'hôpital me veut du mal, c'est plutôt logique que je refuse. Il y a beaucoup le manque de sens des propositions, parce que peut-être il y a plein de littérature scientifique qui nous dit, par exemple, avec des jeunes qui rentrent dans un trouble, il faut proposer, il faut un groupe d'habileté sociale, il faut de la remédiation cognitive. Ok, oui, dans les études, oui, c'est vrai que c'est efficace, et c'est des outils extrêmement intéressants, mais c'est efficace
que si la personne, elle s'en saisit, en fait. Et c'est là et c'est ça, on l'oublie. C'est une mauvaise lecture, en tout cas un mauvais transfert des apprentissages scientifiques. On a des études aujourd'hui extrêmement qualitatives, en tout cas quantitatives, mais qui sont de grande qualité et qui nous montrent ce qui peut être utile comme outil. Mais attention, un jeune qui vient parce qu'on lui a dit de venir au groupe remédiation cognitive, qui se contente d'écouter, parce qu'il est sympa, qui se contente d'écouter, qui s'en va à la fin du groupe, et qui voit pas comment dans sa vraie vie il va l'utiliser, ou qui en voit pas le sens, ou que dès le départ il sait pas où ça va le mener, eh ben ça n'aura pas l'efficacité qui est marquée dans les études. Ça n'aura aucune efficacité à part le fait de lui avoir pris 2 heures par semaine. Et, euh, et voilà. Et ça, faut pas l'oublier. C'est comment on crée du sens à nos soins. Et des fois, ça vaut peut-être le coup de ne pas faire le groupe communication cognitive tout de suite, de créer du sens à la demande d'aide, et après pouvoir amener un outil personnalisé et intéressant pour la personne, et pertinent potentiellement scientifiquement dans un second temps. Et d'où notre choix de ne pas forcément faire des évaluations ou autres, parce que Manon, elle pourra l'expliquer un peu après, mais dans sa façon de faire, et pour tous les case managers de l'unité, c'est les personnes, elles viennent, elles ont un projet, on commence direct. Il n'y a pas d'attente ou comment dire, d'évaluation, de dire tiens, tu devrais faire tel groupe, ça t'aidera à faire. On va plutôt faire le contraire, aller se confronter. Et si jamais il y a une difficulté qui se produit, peut-être là, on va proposer un outil qui permet de lever cette difficulté et à ce moment-là, on aura du sens à la proposition. Mais je m'avance un peu sur la suite, il me semble, de ce qu'on allait dire. Les temporalités inadéquates, elles vont dans deux sens. En psychiatrie, souvent, quand on parlait de temporalité, ça sous-entendait prendre son temps, aller doucement. Moi, je pense qu'avec les jeunes, ils ont des demandes souvent qui sont rapides. Et du coup, il faut justement pas attendre 6 mois, un an avant d'y répondre, ou pas justement proposer 12 trucs intermédiaires avant d'aller vers l'objectif. Il faut répondre, faut montrer qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'on les suit et qu'on peut répondre maintenant. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important, la temporalité, mais notre temporalité aussi, de pas être trop lent, pas trop rapide non plus. Si quelqu'un freine des cas de fer, on va pas le forcer non plus. La rigidité de l'organisation, bah, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit. Et finalement, ce paternalisme où on va dire à un jeune, écoute, tu as 18 ans, ce qui est bon pour toi, c'est de faire ça ou ça ou ça. Bah forcément, en termes d'alliance, ça marche pas ultra bien. Euh, on en parle parce que de fait, ça a quand même souvent eu lieu. Et c'est souvent quelque chose qui est renvoyé hein, par les jeunes qui côtoient la psychiatrie, de dire, bah voilà, j'ai l'impression qu'on m'a pris de haut, que je pouvais pas dire ce que je voulais, etc. Et du coup, ça va perdre en alliance et du coup éloigner finalement les jeunes de l'aide dont ils pourraient avoir besoin à ce moment-là. Tu veux ajouter un truc maintenant? Oui, bah, j'allais illustrer que souvent, ben, quand ils arrivent et qu'ils ont justement été confrontés à des services de soins, parfois ils sont en demande qu'on leur dise quoi faire. Et l'idée, c'est de remettre un peu d'horizontalité, surtout quand il y a eu des longues hospites et de vraiment leur dire non, non, c'est vous qui êtes le capitaine du navire et nous, on est là pour un court, enfin, pour une courte durée. Et en fait, dès le début, on va parler de la fin du suivi et c'est vous qui allez décider. Donc après, l'idée de fonctionner comme ça permet vraiment justement de créer un début d'alliance. Et surtout quand on leur dit, mais ça prend la forme que vous voulez, au rythme que vous voulez, le fait que, comme Alexandre disait aussi, quand il y a des propositions qui sont faites au mauvais moment, bah, il y a des refus, mais quand un jeune par exemple, n'a pas de plainte, mais qu'on sait qu'il a été hospitalisé pour voilà, recrudescence délirante, par exemple, quand il rentre dans un amphithéâtre, bien évidemment qu'on pourrait lui proposer d'emblée de travailler sur le vécu de son sentiment de persécution au travers d'un groupe d'entendeurs de voix. Ou, voilà, mais l'idée, c'est de mettre en avant de son projet de reprise d'études pour qu'en fait, il voit le sens à aller vers le soin. Et en fait, ce qui le motivera, ce sera de reprendre ses études et pas forcément clairement de ne plus entendre de voix, parce que la nuance, elle est là en fait. Comment on va formuler
avec lui et un petit peu décider ensemble du démarrage du suivi et des différentes actions qui peuvent en découler. Alors, du coup, pour exprimer un petit peu plus concrètement, finalement, on se retrouve face à des situations, donc une situation problématique où un jeune est en difficulté. Et en fait, il y a tout le monde qui a un angle de vue là-dessus, c'est-à-dire qu'il va y avoir la famille qui a son point de vue, qui est important. Il y a les professionnels qui ont leur point de vue, sur lequel il peut y avoir une expertise qui peut avoir du sens également. Et il y a le point de vue du jeune en question à ce moment-là. Donc, on a tous ces angles de vue qui se croisent et qui souvent sont pas tout. Alors souvent, non, des fois tout le monde est raccord et des fois pas du tout. Des fois on a, je sais pas, on a un jeune qui sort d'hospitalisation et qui nous dit, bah moi je voudrais prendre mon appart. On a des parents qui sont inquiets, qui disent, bah attendez là, c'était le bordel, c'est le bordel dans sa chambre. Il allait franchement pas bien. L'imaginer vivre tout seul, on voit pas et ils sont inquiets et ils ont le droit d'être inquiets très clairement et on comprend qu'ils sont inquiets et on va avoir un médecin qui va dire bah là tu viens de sortir d'hospice, c'est pas bien sérieux de commencer à vivre tout seul, il vaut mieux voir si tu es capable d'abord. Ok, je prends un psychiatre, ça pourrait être n'importe quelle une profession ne se sent pas stigmatisée, ça pourrait être n'importe quel professionnel. Euh, donc on va avoir ces trois points de vue là. Quand bien même on peut avoir les autres, si la personne elle a son envie, et qu'on lui dit bah non, c'est pas possible, etc., ça va être un petit peu compliqué. Comment dire? Pas qu'on puisse pas dire que c'est pas possible les choses, des fois la réalité fait que c'est pas possible, mais c'est pour pouvoir montrer à la personne quand même qu'on croit en elle, que des choses sont possibles et qu'on croit dans ses capacités à gérer. Et au final, la vie d'un jeune, finalement, à un moment, c'est effectivement de prendre son appart et de partir chez ses parents. En tout cas, dans la plupart du temps, c'est ça le but. Est-ce qu'on prend en compte le point de vue des pères aidants? Oui, mais là, dans l'occurrence, dans la du point de vue d'un jeune, le point de vue d'un père aidant, nous, on en a dans l'équipe, mais c'est plus après. Là, c'est vraiment les gens qui vont être les premiers concernés. En général, c'est surtout le point de vue de la famille et du jeune, qui déjà sont des fois divergents. Si on ajoute un point de vue d'un professionnel qui a un troisième point de vue, nous, ce qui va compter, c'est celui du jeune avant tout. Donc voilà, on va avoir des parents qui disent bah, il faut voir plus régulièrement notre enfant. L'enfant, le jeune en question qui dit bah, moi j'en ai marre de voir des professionnels de santé, j'ai envie que ça s'arrête. Et le soignant qui dit bon, c'est moi qui veux vous dire, je dois ne voir ni plus ni moins. Du coup, oui, on est vraiment dans cette situation où il y a ces trois points de vue euh, très divergents. Et si on insiste dessus, en fait, le risque, c'est de perdre le lien avec le jeune. Et du coup, si on perd le lien avec le jeune, on perd l'occasion de l'aider rapidement et du coup, on diminue ses chances futures de rétablissement. En tout cas, au moins du rétablissement médical, puisqu'il y a certains troubles, plus on passe d'années avec, plus c'est dur de réduire les symptômes. Et après, sur le rétablissement personnel, plus moins on entre dans la maladie, moins on a besoin de se rétablir d'un point de vue personnel également. Donc, on va essayer de mettre du sens dans tout ça. Comment on peut remettre du sens entre, nous, on va dire la personne. Là, on a écrit usager sur le diapo, parce que usager du service public, mais c'est pas un très beau mot. On va dire la personne qui est concernée avant tout, les aidants qui entourent cette personne, et les soignants qui sont là. Donc, il va falloir communiquer, écouter, mais ne pas oublier que la personne qui vit le truc, c'est quand même la personne concernée. Je mets des blancs maintenant, des fois, si tu veux. Ouais, donc oui, l'idée en tout cas, c'est que la personne, en fait, même si on pouvait compléter ce schéma, là, on parlait des différents angles de vue, mais j'aurais presque envie d'y apporter une précision, c'est qu'en fait, malgré tout, la personne concernée reste au centre et bien évidemment, tout autour, pour l'accompagner, il y aura les aidants.
que, qu'on va prendre en compte, mais peut-être dans deux temps différents. En tout cas, c'est le parti pris qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire que si la personne concernée est d'accord, si le jeune dit bon bah c'est OK, on explique que ben, pour améliorer un petit peu les choses, c'est mieux que tout le monde aille dans le même sens. Mais il y a deux temps. Il y a le temps de ses projets, de là où il a envie d'aller. Et puis il y a aussi la situation dans laquelle sont ses parents. Il s'est quand même passé des choses avant, il va se passer des choses après. Mais les parents sont globalement inquiets et ça, la personne concernée, elle en a conscience, mais elle a pas, enfin voilà, c'est presque pas son suivi à elle. Donc on propose aussi des groupes spécifiques pour les aidants, des équipes transversales à tous les centres de soins pour que les aidants en fait aient leur place à part entière, mais qui est un suivi presque voilà, à part entière du suivi de la personne concernée. Et pareil, hein, au milieu, il y a marqué coordination. L'idée, en tout cas, dans le case management sur notre structure, c'est qu'on est une équipe pluripro. Donc, il y a essentiellement des infirmiers, mais il y a aussi une assistante sociale qui s'est spécialisée dans l'accompagnement au logement, construction de projets pro. Il y a une job coach, donc encore un anglicisme, mais pour dire, enfin, qui allait dans tout ce qui est accompagnement et maintien, soutien à l'emploi. Et donc, en fait, le rôle du case manager, ou on pourrait appeler ça en français, ça ferait coordonnateur de parcours, c'est une fois que la personne, elle a émis sa demande, son projet, c'est de coordonner toutes les personnes qui gravitent autour d'elle pour construire un plan de rétablissement. Mais c'est elle qui va dire ce qui lui est utile ou pas, ce qu'elle veut ou pas. C'est réévaluer. Et voilà, il y a un début, il y a une fin. Et en fait, le coordonnateur de parcours est vraiment là pour dire, moi, je ne sais pas tout faire, tout ça. Enfin, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions, mais je sais que, voilà, votre objectif, c'est ça, mais vers où aller. Et puis, en favorisant aussi le droit commun. On ne dit jamais non à un projet, quel qu'il soit. Et la symptomatologie n'a aucun impact sur les projets de la personne, c'est-à-dire que même si une personne est pas encore totalement stabilisée sur le plan clinique, mais qu'elle a envie d'y aller, bah voilà, on y va. Donc voilà, tout ça pour dire que ce schéma-là, peut-être qu'on pourrait voilà, l'étayer de cette manière-là aussi. Ouais. Je vais aller directement sur les portes. Je pense que le but, c'est d'expliquer un peu concrètement là, ce qu'on dit. Finalement, notre but, c'est d'ouvrir des portes par la porte du projet de la personne. Par exemple, si on prend quelqu'un, on a eu ça, qui voulait être éleveur de loups. Euh, c'est un projet, pourquoi pas, soyons éleveurs de loups. Alors tout de suite, ce qui se passe dans la tête des soignants, c'est de se dire, oula, c'est quoi ce projet? C'est chelou, c'est une drôle d'idée, ça se trouve, c'est délirant. Et puis, comment je vais l'accompagner là-dedans? Et puis, enfin, voilà, toutes ces pensées-là. Lui demander, oula, mais est-ce qu'il peut travailler? Parce que ça a été difficile ces dernières semaines, ces derniers mois, etc. Donc tout ça, c'est normal qu'on ait ça en tête. Déjà, c'est de mettre ça de côté. On se dit, oh, j'écoute pas ce qui se passe dans ma tête. Cette personne, elle me dit que ce qui l'intéresse, c'est d'être éleveur de loups. Et de toute façon, on pourrait lui dire, tiens, mais je pense que vous avez des déficits cognitifs, vous voulez pas venir faire un petit groupe de remédiation cognitive? La personne me dit, non, je m'en fous, je veux être éleveur de loups. Donc, ok. Donc, on va finalement pousser cette porte-là. Ok, commençons à avancer dans le projet éleveur de loups. Et là, on va commencer, Manon, elle va faire ça, et tous les case managers de l'équipe vont faire ça, dire, ok, on commence. On cherche ensemble comment on devient éleveur de loups, comment on travaille dans le milieu animalier, qu'est-ce qui est possible avec le niveau de diplôme que j'ai à l'heure actuelle par rapport à ce qu'il faut, où ça se fait, comment ça se fait, etc. Puis là, peut-être, alors moi, j'ai pas les suites de cette vraie histoire, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'après, là, je vais inventer, mais je découvre, il faut que j'aille, on va faire je sais pas, un rendez-vous pour aller parler avec quelqu'un qui s'y connaît dans l'orientation, etc. Et là, je me rends compte que bah ouais, je vais être éleveur de loups, mais là, aller faire ce rendez-vous, ça me fait peur. Ok. Ça me fait peur parce que je suis pas très à l'aise avec les gens. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'aide sur ce fait d'être devenir plus à l'aise avec les gens? Et c'est là la porte d'entrée du projet va nous permettre d'ouvrir une deuxième porte qui est, bah tiens, si on travaillait sur le fait d'être plus à l'aise avec les gens, dans le but
de réussir tout ce qui est la formation et tout ce qu'il va falloir faire pour pouvoir devenir éleveur de loups. En fait, c'est toujours ouvrir des portes, alors que si dès le départ, on avait dit à cette personne, écoutez, éleveur de loup, on le met de côté. Là, pour l'instant, moi, il a l'air quand même vraiment mal à l'aise avec les gens. Il faudrait travailler votre anxiété sociale. Si la personne me dit, bah non, de toute façon, là, je sors pas et j'ai pas envie, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, eh ben, ça marche pas. Alors que le contraire va faire qu'on va rendre le soin pertinent pour la personne et qu'on va justement pouvoir se faire confiance et se dire, OK, on fait ça au service d'un projet qui a du sens pour vous. Et dans le but de l'avancer. Pas dans le but de juste après, allez, on vous propose le soin, puis après on ne parle plus d'éleveur de loups. Non, non, le but c'est d'avancer dans ce projet, d'aller travailler avec des animaux. Et c'est vraiment ça l'objectif, ouvrir les portes. Ouvrir les portes, ça nécessite effectivement de tenir compte aussi à des familles. Par exemple, si quelqu'un nous dit, bah moi, je voudrais un logement. Moi, par exemple, cet après-midi, une jeune qui nous a dit, je voudrais un logement parce qu'en fait, j'éprouve beaucoup de solitude. Là, je vis chez mes parents. J'éprouve beaucoup de solitude et je vis dans un village et j'aimerais bien vivre à Montpellier pour avoir plus d'occasions de sortir. Et ben là, à nouveau, accompagner ce projet, ça va être une porte d'entrée. Ce que je voulais dire, oui, c'est tenir compte des familles. Accompagner ce projet, ça va nécessiter aussi de parler avec la famille, de dire, bah ouais, là, en fait, il y a un projet d'aller vivre en dehors. Si la famille freine des cas de fer au départ du domicile de cette personne, ça va être embêtant. Donc, il va falloir qu'on fasse ce lien avec les familles pour expliquer l'intérêt de suivre le projet de la personne et de pas être freinant. C'est-à-dire que parce qu'il y a des familles, des fois, et à juste titre, ils ont vécu 3 à 4 hospitalisations, ils sont fatigués. Ça a été des moments difficiles émotionnellement pour eux. Et du coup, bah, ils ont peur, et ils sont inquiets de dire, ah, mais là, prendre un appart, ça paraît chaud. Au moins, quand tu es à domicile, je peux te surveiller. Surveiller pas au sens sécuritaire, mais plutôt protégé, entre guillemets. Euh, et du coup, bah, là, les familles vont avoir peur. D'où l'intérêt aussi de travailler en bon lien avec les familles pour pouvoir favoriser ce rétablissement. Et c'est là où, par contre, l'avis des soignants qui serait, bah, peut-être il ne devrait pas aller vivre seul. Nous, on ne va pas le considérer, en fait. On ne va pas le prendre. On va les tester. Peut-être qu'il y a des gens, effectivement, vivre seul, c'est très, très compliqué. Mais en tout cas, il faut donner l'opportunité de pouvoir le vivre pour que la personne, elle puisse se définir justement qu'un jeune, pas partir du principe, quand on lui dit non, ça va être trop compliqué, ce qu'on renvoie comme message à la personne, c'est on te considère comme trop faible, trop vulnérable, trop incapable pour avoir un appartement. Quand on dit ça à quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans, c'est direct lui fermer des portes et c'est direct le renvoyer à une image de malade, de quelqu'un de différent, de pas capable. Et ça, on veut surtout éviter. D'accord? Par contre, on peut aller vers l'appart et se rendre compte que dans l'appart, je galère à faire la cuisine, j'oublie plein de choses parce que j'ai un TDAH. Ok, donc pour bien vivre dans votre appart, ce serait intéressant peut-être de rencontrer notre collègue neuropsy qui pourrait vous aider à mieux gérer des choses à l'appart, par exemple. Est-ce que ça vous dirait? Et là, ça va prendre vachement de sens pour la personne. Donc en fait, voilà, ça explique un peu ce système où nous, on voit des portes à ouvrir et on va se saisir de celles que nous propose le jeune. Non, pas plus, Manon. Non, pardon, j'ai pas là tout de suite. Non, vas-y, je t'en prie. Des fois, Manon bug et elle aussi, elle a besoin d'une neuropsy. Des fois, j'ai besoin d'ouvrir la porte aussi. Non, mais oui, c'est vrai que l'idée d'amener, en tout cas, le soin de cette manière par la porte des projets, ça permet en tout cas directement de favoriser l'autodétermination. Et puis, il y a aussi bah, cette étiquette de patient qui disparaît, mais nous aussi, je pense que le rôle de case manager, il est à la frontière entre plein de métiers. D'ailleurs, c'est une fonction, pas vraiment un métier. Il y a des case managers qui sont assistants sociaux, psychologues, voilà, éducateurs, moniteurs éducateurs. Donc, voilà, c'est cette manière-là. Mais que c'est davantage une collaboration qui est mise en avant. Et ça change bah, le paradigme parce que la personne accompagnée peut y voir du sens. Et puis ça ouvre effectivement le champ des possibles. Et l'utilisation du principe de réalité
pour aussi ouvrir la porte aux soins, elle est intéressante puisque tu donnais l'exemple de la personne que j'ai accompagnée qui voulait être éleveur de loups. Bien évidemment qu'on a tous des pensées limitantes qui vont nous traverser et qu'on se dit, oh là là, lui, il est encore bien symptomatique. Comment je vais faire? Mais moi, je sais pas où l'accompagner, tout ça. Mais c'est d'aller vraiment sur, mais qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait de faire ce projet-là? D'aller rechercher dans le réseau ce qui pourrait, voilà, le reconnecter à ça. Et puis d'utiliser aussi le principe de réalité dans le sens, oui, c'est vrai que quand j'ai parlé de mon projet d'éleveur de loups, voilà, j'ai eu ma conseillère mission locale qui m'a regardée bizarrement. Elle m'a parlé de la sécurité, tout ça, mais elle m'a parlé d'un stage possible, tout ça. Et donc, en fait, bien évidemment, une personne qui est dans la réinsertion, c'est pas un soignant, donc elle a un abord qui est autre. Et puis, c'est surtout que le jeune, il a la sensation que les choses avancent dans le bon sens et qu'on a juste pris en considération ce qui nous avait amené. Voilà. Tout à fait. Oui, et là, alors je réponds pas à toutes les questions, je réponds quand ça a du sens de répondre en même temps que ce qu'on dit, puis peut-être après aux autres questions. Mais est-ce qu'on est, en tout cas, est-ce qu'il y a des exemples des jeunes placés très tôt? Oui, on a des jeunes qui sortent, on a accompagné, et on a toujours des jeunes qui sortent d'ITEP ou qui ont eu des accompagnements en foyer très rapidement dans leur vie et qui ont eu des vies très très difficiles, hein, des très jeunes, ou des jeunes qui ont eu des suivis de la pédopsie depuis leurs 3 ans et demi et qui ont eu et vu énormément de professionnels de santé. Euh, qu'on essaye de faire souvent, c'est déjà réduire le nombre d'intervenants et de gens qui décident pour la personne. Justement, de remettre une place d'adulte, parce que de toute façon, ils ont vécu tellement de choses, ces gens, qu'ils ont plein de ressources. Donc, au maximum, de redonner le choix, parce que quand on a été ballotté par des gens qui ont décidé un peu de notre vie, comme ça, on n'a pas eu souvent le choix. Et d'essayer de redonner ce choix, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. On le fait avec tout le monde, mais là, c'est d'autant plus important. Je dis pas que c'est facile, attention. Il y a l'idée sur laquelle on travaille et il y a la réalité qui fait que, quoi qu'il arrive, on reste assez fidèle à nos principes. Des fois, on galère, euh, très clairement. Parce que c'est pas simple. Quand on a eu une vie très très difficile, il y a une perte de confiance dans les autres. Il y a beaucoup des fois de symptomatologie qui va être associée, que ce soit des troubles anxieux, que ce soit de la méfiance, etc. Donc, donc il y a tout ça à faire, mais toujours l'idée, et ça rejoint l'idée, par exemple, nous on fait jamais de réunion pour parler des gens sans eux. C'est toujours en présence des personnes. On gagne beaucoup de temps d'ailleurs à ne pas faire de réunion. Euh, c'est vraiment ça. Et donc que ces jeunes aient été et une famille super soutenante ou que ce soit des jeunes qui sont tout seuls, on fera à peu près la même chose. Euh, voilà. Oui, on aura un peu le même fonctionnement. Je dirais ce qui change peut-être un petit détail, c'est dans le type de pathologie. Euh, sur les troubles psychiatriques sévères comme la schizophrénie ou ouais, surtout la schizophrénie, on n'avait pas. Les gens avaient des projets, puis on y allait et ça marchait très bien. Puis après, quand on a accueilli des troubles anxieux, parce qu'en fait, les troubles anxieux, il y a un peu un trou dans la raquette de la psychiatrie française. C'est-à-dire que, aucun n'a des unités pour les troubles anxieux de soins, mais il y a des jeunes qui ont 21, 22 ans et qui sont, à cause d'une anxiété sociale ou autre, déscolarisés depuis 7-8 ans, ou qui ne sortent plus de chez eux, ou à cause d'un TOC, par exemple, qui ne font plus rien. Et du coup, c'est bien de travailler sur le symptôme, mais il y a aussi besoin de reprendre une vie parce qu'en fait, c'est un coche important, hein, vers 16, 17, 18 ans, là, quand on commence à créer sa vie future. Quand on le loupe, on se rend compte qu'au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau amical aussi, c'est l'âge où on se fait des amis en début d'études ou en début de formation professionnelle. Et du coup, on loupe ce coche, donc on se retrouve sans amis, sans vie professionnelle, sans formation. Euh, c'est un moment qui est extrêmement important et je sais plus quel était le début de ma phrase à ce sujet. Mais oui, c'est le trou dans la raquette, parce que c'est ce dont on parlait en introduction, c'est qu'en fait, il y a énormément de structures dédiées avec des critères, voilà, pour le ultra haut risque, justement, mais dont on n'abordera pas la question parce qu'on n'est pas spécialiste de ça. Mais pour des troubles anxieux complexes, ça va créer des ruptures parce qu'il n'y a pas de structure dédiée. Mais pour autant, il y a énormément de jeunes et qui sont mis en marche parce que ben,
des troubles anxieux complexes qui vont s'installer sur 3, 4, 5 ans, bah, ça crée des ruptures dans le parcours et bah, ça crée une aggravation voilà, de l'état de la personne. C'est ça dont tu voulais parler? Oui, tout à fait. Et en fait, la difficulté aussi sur les troubles anxieux, c'est que là, on a des pathologies de l'évitement, puisque ce qui caractérise les troubles anxieux, c'est d'éviter une aversion à la détresse et d'éviter l'émotion désagréable. Et nous, notre principe, c'est d'aller tester. Et ben, c'est pas toujours évident pour des gens qui ont un trouble anxieux, mais on est là pour les aider à justement oser. Oser, bah, c'est le mot, hein, oser tester, oser se confronter, oser ce qu'on appelle les comportements d'approche. Donc, oser petit à petit s'approcher de ce qui nous fait peur. Et c'est là où on a un petit truc, alors que finalement, dans la schizophrénie, la plupart des gens, en fait, ils ont vécu finalement des choses tellement difficiles, mais qu'aller se confronter à des nouvelles choses, justement, ça les éloigne un peu de ce qu'ils ont vécu en psychiatrie, etc. Parce que je pense que le parcours de soins n'est pas le même pour quelqu'un qui a un trouble anxieux, quelqu'un qui a une schizophrénie. Et du coup, le rapport après à comment on va enfin aller vers la vraie vie est un petit peu différent. Euh, Après, là, je fais des généralités, c'est pas toujours le cas, bien sûr, parce que chaque personne est différente et n'est pas déterminée par sa pathologie, évidemment. Là, il y a une question qui est intéressante qui parle en fait de comment on fait quand le principe de réalité suffit pas et que le jeune, malgré la confrontation au réel, ne s'en rend pas compte. Bah, pour le coup, il n'a pas le choix parce qu'en fait, comme c'est ses projets à lui, par exemple, bah, si il n'arrive plus à aller à l'amphi parce qu'il entend des voix et que du coup il y va pas, bah, c'est une réalité. Donc, en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent de déni, mais c'est parce qu'en fait, on aborde d'emblée les difficultés. Mais comme on expliquait, enfin, comme Alexandre et moi, c'est que on va pas mettre en avant les difficultés que le jeune ne nous amène pas, parce que la plupart du temps, il ne nous l'amène pas. C'est davantage parler des projets qui ne se font plus, des portes qui se sont fermées. Et là, en fait, en creusant, c'est là, en fait, qu'il y a la confrontation au problème. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alexandre, par rapport à la question. Oui, oui, non, mais en fait, c'est une question extrêmement pertinente. C'est pour ça d'avoir ce truc d'oser y aller jusqu'au bout. Et je pense qu'un des trucs qui gêne un peu les soignants, c'est que les soignants, des fois, il y a cette idée que, ouais, mais si on leur promet un projet, il va falloir qu'ils réussissent. Et non, nous, on ne travaille pas dans cette optique-là. Nous, des fois, on va dans le mur avec les gens et ça va aller dans le mur, mais c'est pas grave. Nous, on ne raisonne pas, on nous dit, bon, du coup, ça pose pas de problème de foncer dans le mur avec les gens. Et du coup, ça veut dire aller tester vraiment. Donc, si, par exemple, la personne veut être astronaute, ok, on lui dit pas, on ne va jamais dire à quelqu'un, ok, vous serez astronaute, ou tout comme quelqu'un nous dit, je veux être comptable, ou on va dire un métier qui nécessite moins d'un parcours exigeant, quel que soit ce métier, on va jamais promettre que la personne va y arriver, on n'en sait rien. Donc on dit, ok, on vous accompagne dans le chemin, et puis, bah, comme pour tout le monde, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Si à un moment on teste le parcours pour être astronaute et qu'on voit qu'il n'y a pas les compétences requises, bah, déjà ils disent pour être astronaute, il faut au moins un bac et avoir fait des études scientifiques. Si la personne n'a pas le bac, on va dire ben, peut-être on pourrait commencer par là. Et là, que la personne le veuille ou non, c'est une réalité. Là, demain, elle ne peut pas être astronaute parce qu'elle l'a décidé. Donc, en fait, c'est vraiment à ça qu'on va aller et pas forcément aller sur des difficultés personnelles, mais sur une réalité et comment faire pour avancer dans sa vie avec cette réalité. Peut-être, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'exemples où on a été jusqu'au bout d'un projet de quelqu'un et ça n'a pas permis de faire émerger des nouvelles pistes quand le projet était trop déconnecté de choses possibles. Je crois que ça nous est arrivé, moi j'ai souvenir 2 fois où le projet était très déconnecté, on a essayé d'accompagner et les gens nous ont dit merci, vous êtes les premiers à nous suivre et à oser nous accompagner là-dedans et où ça n'a pas bien fonctionné. C'est-à-dire qu'à l'issue, la personne restait bloquée sur ce projet malgré le fait qu'on explorait toutes les pistes possibles et qu'on n'avait pas de solution pour faire avancer le projet. Euh, Là, j'ai pas de piste magique. Des fois, comme j'ai dit, on fait de notre mieux pour aider au maximum les gens et des fois, on galère. Euh, Mais c'est vrai que ouais, bah, je vais citer Orelsan, mais moi c'est souvent un exemple que je prends, mais ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête, c'est qu'en fait, les jeunes peuvent arriver avec une idée très précise de ce qu'ils veulent. En plus, l'orientation, c'est tellement vaste.
Souvent, c'est reprise d'études, tout ça. Parfois, c'est autour du bien-être, du loisir. Euh, mais comme disait Alexandre, on est beaucoup sur tenter les expériences, oser, s'en rapprocher. Enfin, tenter quoi, mais il n'y a pas de notion d'échec, mais d'essai. Et effectivement, c'est souvent davantage de permettre la possibilité de tenter. Et en fait, la majorité des cas, les personnes se décalent. Et lorsque ça ne se fait pas, en fait, c'est arrivé, mais moi, je préfère mettre fin à l'arrêt parce que la personne a envie de mettre fin, donc on y met fin. Mais et souvent, elle revient quelques mois, parfois après, dire, ça m'a fait cheminer parce qu'en fait, voilà, je me suis aperçue que j'étais sur ce projet-là. La, le principe de réalité, voilà, à rattraper la personne, ça n'a pas été possible. Et en fait, souvent, ça reste dans le même domaine, mais ça se décale un peu. Mais la majorité du temps, il n'y a même pas de rupture de suivi. C'est des gens qui, en fait, comme nous tous, en fait, au-delà du trouble psychique, la question de ce qu'on veut faire dans la vie et ce qui donne du sens, parfois, c'est assez vaste et puis ça se décale et c'est en perpétuel mouvement. Tout à fait. Et je pense que du coup, ça revient aussi à notre organisation qui nous permet, on n'a pas de mal à arrêter. Les gens, ils nous disent, voilà, tel projet. Enfin, là, en fait, c'est ça aussi pour les jeunes, c'est que chez nous, c'est pas engageant. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, si vous venez le lendemain, vous voulez plus être suivi, ça s'arrête. Dès lors que la personne nous dit, je veux plus être suivi, ça s'arrête, point barre. On n'essaye pas de convaincre de quoi que ce soit ou de dire non, mais il faudra par rapport à vos soins, etc. Les gens, ils veulent arrêter, ils arrêtent. Et par contre, ce qui permet à des personnes, des fois, on a fait un bout de chemin avec eux, ça a pas beaucoup avancé sur leur projet, mais par contre, 4 mois plus tard, 6 mois plus tard, ils reviennent, et vu qu'on n'a pas de liste d'attente, ils reviennent aussitôt, dès qu'ils veulent, et voilà, on a des gens qui sont venus déjà trois fois, je crois, par bout, comme ça, ils viennent pour un projet, ça avance un truc, puis après ils s'en vont, puis après ils reviennent pour demander de l'aide, et ainsi de suite. Et ce système nous permet d'un, de ne pas avoir de liste d'attente, parce on a autant de départs que d'entrées chaque mois, ce qui permet de stabiliser vachement notre façon de fonctionner. Deux, on fait confiance aux gens, c'est-à-dire on leur dit pas, oula, vous êtes fragile, on va vous suivre toute votre vie. Non, non, on vous fait confiance pour vivre votre vie. Et par contre, la porte est ouverte si vous avez besoin d'aide. Et je pense que ça aussi, cette forme de temporalité-là, enfin en tout cas d'organisation-là pour les jeunes, c'est assez finalement, on pourrait dire que c'est anxiogène parce qu'on laisse un peu libre. Et à la fois, c'est extrêmement rassurant de se dire, ouais, je vais pas être obligé d'aller, ils vont pas m'obliger à venir à tel groupe, à tel groupe. D'ailleurs, si vous venez dans notre structure, vous verrez personne en fait. C'est très rare on croise une personne dans les locaux. Les locaux, ils nous servent à nous. Mais en fait, on est tout le temps à l'extérieur, enfin là où les projets ont lieu en fait. Euh, donc en fait, il y a cette non-obligation de venir à l'hôpital, de venir à des groupes un peu prévus entre personnes qui ont des difficultés, etc. Je pense que en tout cas, c'est assez satisfaisant. Ça rassure beaucoup de jeunes, en tout cas, de ne pas se sentir bloqués ou emprisonnés par la psychiatrie. Euh, Ouais, et puis là juste, j'en profite aussi pour redire, mais tu l'as dit, Alexandre, le fait de proposer aux jeunes qui arrivent, en fait, de commencer d'emblée, d'être réactifs et de pas être dans, vous allez d'abord faire un bilan pour voir quel est votre degré de rétablissement, puis voir où vous en êtes de vos conditions, puis voir. En fait, aussi, déjà, ça évite de perdre des gens en route. Et aussi, ça permet de ne pas anticiper des outils quand il n'y a pas de plainte ni de frein. Parce que bien évidemment, en fait, c'est de tenter directement, c'est en tentant et en y allant que là, de toute façon, il y aura des freins. Mais parfois, dans des bilans, enfin, je parle des bilans neuropsychologiques pour y avoir assisté, ça dépend aussi quand on le fait. Enfin, souvent, quand c'est au décours d'une hospite et que la personne n'est pas bien, il peut y avoir des résultats plus que impactés. Et donc, voilà, c'est plutôt, voilà, je voulais insister sur le fait qu'il n'y ait pas de bilan pour les jeunes. En tout cas, ça permet vraiment de s'inscrire dans un élan et dans l'élan qu'ils ont eux, quoi, voilà, de leur projet. je finis sur cette question. Est-ce qu'on Ouais.
chose, de découdre, et mieux appréhender sa maladie. Bah, si quelqu'un nous dit qu'il n'est pas malade, on ne lui propose pas de mieux appréhender sa maladie pour le coup. Ouais. Au contraire, attendre que, enfin, aller justement tester des choses et voir si lui il me dit bah tiens je vis telle chose mais on va pas forcément parler de maladie, tiens je suis pas d'accord avec le diagnostic de schizophrénie mais j'entends des voix, et tiens bah, j'ai envie de reprendre la fac mais à la fac j'entends les voix, ça me pourrit la vie. Ça c'est une situation qu'on a extrêmement fréquemment, et là on dit bah nous on sait vous aider à apprendre à gérer les voix parce que ça on le fait assez bien. Est-ce que vous voulez de l'aide là-dessus pour aller à la fac? Ouais, ok, bah alors dans ces cas-là on va le proposer mais c'est pas systématique. C'est vraiment selon la demande de la personne. Nous, on n'a pas de proposition ou d'avis de ce qui est bon ou pas pour la personne. C'est la vie et les expériences qu'on fait ensemble qui vont nous donner euh, cette voilà, qui vont nous donner ça. Après, oui, des fois, effectivement, on a quand même on a plusieurs psychologues dans l'équipe, et ça nous arrive effectivement de faire des liens avec le fonctionnement de ce qu'on a vécu dans la vie et le fonctionnement actuel, pour se rendre compte que bah, c'est souvent surtout pour déculpabiliser, se rendre compte que c'est pas de notre faute, mais qu'aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour essayer d'aller mieux, et en tout cas pour avoir une vie plus satisfaisante, et on va la vivre. Et Il y a une question qui est intéressante sur le fait de ne pas avoir de projet. Bien évidemment, ça arrive très souvent. Et en fait, déjà, l'envie d'avoir un projet, c'est un projet. Et ça, c'est très, très important de le souligner parce que il n'y a pas de projet normatif. C'est vraiment, voilà, souvent, le projet, c'est d'aller mieux. Donc, on va vraiment accentuer là-dessus sur la notion de bien-être, mal-être, plus que symptômes, absence de symptômes. C'est vraiment là-dessus qu'on accompagne la personne. Et quand il y a vraiment des jeunes qui sont freinés par exemple, une chute de morale, enfin, voire un syndrome dépressif majeur, une abolie une perte de sens, voire parfois des symptômes négatifs de la schizophrénie, par exemple, ou en tout cas, qui ne sont pas en mesure d'avoir des projets ou en tout cas de le verbaliser. On propose vraiment de baser le suivi sur la reprise de plaisir, d'émotion et des petits pas, l'importance des petits pas. Et c'est comme ça que se profile le démarrage du suivi. Et lorsque la personne le décide et qu'elle commence à un petit peu aller mieux, c'est là que souvent bah, se reconnecte bah, voilà, le sens, l'envie de faire, de tenter et qu'on reparle à ce moment-là de projet. Et du coup, on va laisser la parole aux collègues perchés. Merci pour votre attention. Merci. Il y avait juste une petite question qui est passée inaperçue. Je suis sûre que vous allez pouvoir y répondre rapidement. Il parlait à un moment donné du point de vue des pères aidants. Oui, alors j'essaie de dire, il y a du coup, alors très rapidement, on a une médiatrice de santé père dans l'équipe. On travaille très en lien avec aussi l'association Père Aidance Montpellier, voilà, qui va évoquer toutes ces questions de père aidance et qui va pouvoir soutenir aussi des jeunes. C'est un lieu safe, on va dire, pour aller exprimer ses angoisses, ses craintes, son histoire, etc. Et avoir des conseils aussi. Et, et aussi, on a créé un comité on est en pleine création d'un comité des usagers pour qu'il y ait des usagers de la psychiatrie qui participent aux décisions concernant l'unité, donc ce qu'on veut changer, etc. Voilà. Et nous, on n'a pas d'ergothérapeute dans notre équipe. Voilà, pour répondre à cette dernière question. Et si vous avez d'autres questions pour laisser la parole, je vais mettre mon adresse mail dans le chat, comme ça. Et, euh, et vous pouvez éventuellement nous envoyer des mails si nécessaire, si vous avez d'autres questions spécifiques. Merci à tous. Merci. Merci Alexandre. Merci beaucoup, merci à vous de cette intervention. J'avais juste une petite remarque. Ça rejoint un peu la question sur les accompagnements, le fait de décortiquer ou de comprendre ces fonctionnements, l'accompagnement psychothérapique en tant que tel. Il y avait une question plus haut dans le chat qui disait, est-ce que vous donnez des médicaments qui ralentissent, etc. Peut-être dire simplement, alors sous réserve de vos précisions, le centre Mainviel est un centre de réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire qu'il intervient en complément peut-être de d'autres soins, des psychothérapies avec un psychologue ou bien sur le CMP ou bien d'autres choses. Est-ce que peut-être que il est possible que les jeunes aient d'autres accompagnements qui répondent à d'autres besoins que celui auquel vous répondez en termes de réhab et d'accompagnement autour des projets de vie et de l'accompagnement des jeunes.
Est-ce que c'est OK pour vous? C'est bien ça? Oui, oui, en fait, on essaie de répondre à tout. Sur les psychothérapies, on essaie de le faire, que ce soit par nos psychologues de préférence, mais quand il y a des choses plus spécifiques, il peut y avoir, on va relever dans les besoins, j'ai besoin de voir mon psychiatre régulièrement, on va noter consultation au CNP, ça fait partie des choses aussi qui sont notées dans le relevé des demandes, donc il peut y avoir des demandes d'aide en projet, des demandes d'aide plus médicales, entre guillemets. Oui, donc on est en complément. Ou pas, selon les gens, voilà, selon les besoins de la personne. Mais par contre, pour la sédation, on va essayer de faire, vu qu'on accompagne les gens dans leur projet, on a besoin qu'ils ne soient pas trop sédatés. Donc, on va aider les personnes à voir comment ils peuvent aller mieux pour pouvoir diminuer leur traitement, pour pouvoir avoir des doses moins sédatives, pour pouvoir mieux profiter de la vie et faire le maximum de choses dans la mesure du possible. Tout comme on accompagne aussi des jeunes qui choisissent de ne pas prendre de traitement. C'est pas une condition pour venir. Si quelqu'un refuse strictement de prendre des traitements, c'est pas pour ça qu'on ne l'accompagnera pas. Merci de cette précision. Je vous propose, merci vraiment beaucoup à tous les deux de cette intervention. Je vous propose de passer à la question, enfin à la question, au petit point suivant. Donc là, on a un petit interlude Crepsy avant la présentation de l'équipe de la Maison Perchée. Donc, on voulait juste vous faire une petite info, en fait, page d'info par euh, Mélanie et Léa, Mélanie Carpentier et Léa Kowalski. Je cherchais ton nom de famille, Léa, et mes excuses. Donc Mélanie et Léa, qui sont donc Mélanie, tu es neuropsychologue, psychologue, neuropsychologue au CREPSI et au CREAPS, donc au centre support de réhab et au centre source handicap psychique. Et Léa, tu es la stagiaire de Mélanie, en gros. Voilà. Ah. Et donc, vous avez juste un petit point d'info. Je vous laisse en parler, si vous voulez bien. Oui, très bien. Ben, merci beaucoup, Marion. Bonjour à tous et à toutes, même si, comme tu le disais, Alexandre, c'est un peu particulier de ne pas voir de vrai visage, mais il y a au moins 6 visages ici, donc c'est chouette. On va vous faire un partage d'écran si c'est OK pour vous. Tac, voilà. Simplement pour vous parler, est-ce que tout le monde voit l'écran là? Oui. Oui, Oui. c'est bon, ok, nickel, merci. Simplement pour vous parler d'un outil qu'on a créé en 2021 et qui a été renouvelé en 2025. Il paraît aujourd'hui. Voilà, en exclusivité, on voulait vous proposer cet outil-là. C'est l'espace ressources en santé mentale pour les 16-25 ans. Donc on a été deux professionnels à travailler dessus, moi depuis 2021, et puis Léa qui est en stage avec nous depuis quelques mois, qui a énormément travaillé sur le dossier. Voilà, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. C'est un outil qui est accessible gratuitement. Quand vous êtes sur la page principale du site internet, vous avez juste à descendre un petit peu et c'est dans la rubrique outils. Vous arrivez sur notre catalogue d'outils avec tout un tas de ressources, de petits guides sur les émotions, sur la motivation, le sommeil, etc. Et l'espace ressources pour les jeunes. En quelques petits mots, l'idée là de la trame, on va la retravailler pour l'année prochaine, mais aujourd'hui on voulait faire surtout un entonnoir entre parler de la santé mentale de manière générale, parler de quand ça va moins bien, parler des troubles psychiques et introduire la notion de rétablissement, ce qu'on n'avait pas fait dans les versions précédentes du livret pour les jeunes. Donc, il y a tout un tas de livrets d'informations, de cahiers à compléter de nos différents partenaires locaux, internationaux, nationaux, comme par exemple le Psycom qui est largement mis à l'honneur, comme Nightline, pareil, hein, qui sont des référents par rapport à la santé mentale des jeunes et aux troubles psychiques. On a mis aussi tout un tas de podcasts, de vidéos qu'on a regardées et écoutées, bien sûr, pour vérifier l'intérêt des propos qui sont transmis. Il y a à la fois de l'information et des témoignages. Et puis, sur les conseils de Léa, on a ajouté des applications mobiles et des comptes Instagram. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots dessus. Du coup, on a décidé de... Les applications mobiles, il y en avait certaines, mais du coup, on en a rajouté d'autres et on a supprimé celles qui n'existaient plus. Et au niveau des comptes Insta, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, comme c'était à destination des jeunes, de passer par les moyens qu'ils utilisent et ils utilisent énormément les réseaux sociaux. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'installer, de rajouter ce moyen-là parce que c'est quelque chose de plus informel et qui vont peut-être plus aller voir régulièrement.
Voilà, donc vous pourrez parcourir tranquillement le livret. Il y a toute une partie sur la santé mentale avec l'idée de la boussole de la santé mentale. On a essayé à chaque fois de mettre quelques éléments d'explication et que les personnes puissent se saisir de ces informations. Il y a tout un tas de ressources. On a mis plusieurs logos, en fait plusieurs icônes, pardon, des icônes d'information et des icônes d'outils à télécharger gratuitement, à imprimer, à faire sur application mobile ou quoi. Désolée, c'est un peu impressionnant de parler à une caméra. Du coup, c'est merci pour les sourires, ça fait du bien. Voilà, et puis, comme on disait, donc on a fait santé mentale de manière générale, les troubles psychiques avec tout un tas de ressources au niveau national, au niveau local, des numéros, des adresses mail, etc. Et puis cette idée du rétablissement pour lequel on a quand même consacré pas mal de pages, parce que bah, ça nous paraît essentiel maintenant, lorsqu'on parle de santé mentale, de parler de troubles, mais aussi bah, du rétablissement en santé mentale. Voilà, est-ce que tu voulais ajouter des choses? Non, là, c'était bien. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà, merci beaucoup. J'ai mis dans le chat pour votre information hein, le lien, mais surtout, parce que le lien n'est pas forcément totalement à jour, mais par contre, le document est sur le chat. Donc, si vous voulez le récupérer, il est disponible. Et tu as vu, Amélie, que je t'ai envoyé une dernière version en exclu. Bah, c'est celle-ci que j'ai téléchargée. Merci, c'est parfait. Merci à vous. Merci à vous deux de cette exclusivité. C'est la première fois qu'on fait une exclu mondiale lors du goûter de la Réhab, hein, quand même. C'est quand même quelque chose, hein, attention. Bien, je vous propose maintenant de passer à la dernière intervention, enfin la deuxième partie du goûter de Réhab d'aujourd'hui. J'ai le plaisir, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. Donc, Pauline et Alexandra. Alexandra Lange est responsable de la sensibilisation et psychopraticienne par ailleurs et donc responsable de sensibilisation dans le dispositif La Maison Perchée. Vous allez nous expliquer ce qu'est la Maison Perchée. Et Pauline, qui est père aidante en santé mentale à la Maison Perchée, entre autres, et aussi manager de projet à l'Université de Strasbourg pour l'autre partie de son activité. Eh bien, je vous laisse raconter de quoi il s'agit quand on parle de la Maison Perchée. Et merci à vous de cette intervention. Vous pouvez mettre vos micros peut-être d'abord, et puis Oui, merci beaucoup Marion. Notre intervention en fait va se dérouler en deux temps avec Pauline. Un temps de présentation donc, que je vais réaliser donc, sur la maison de Percher, son dispositif, voilà, la façon dont elle fonctionne. Et puis, j'allais dire surtout un temps voilà, de témoignage de la part de Pauline qui, en tant que père aidante, va nous parler un peu de ce qu'elle a vécu, notamment à la maison Percher, ce que ça a pu lui apporter à la fois en tant que personne accompagnée et en tant que père aidante. Voilà. Alors, je vais partager également un support en espérant que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour le support? OK. c'est bon. Alors, présentation de la Maison Perchée, une expérience associative. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Alors, tout d'abord, une petite présentation de l'association. L'association, en fait, donc c'est une association qui est jeune, puisqu'elle a été créée en 2020, en plein Covid, par quatre cofondateurs. Et une des spécificités, en fait, c'est que parmi ces quatre cofondateurs, trois sont concernés par un trouble psychique, deux par un trouble bipolaire et une par un trouble schizophrène. Donc, on est vraiment voilà, au cœur du sujet. La Maison Perchée est une association donc, de loi de 1901, donc une jeune association, qui est en fait une communauté qui a pour vocation d'accompagner les jeunes adultes. Alors, quand on dit jeunes adultes, c'est entre 18 et 40 ans, pardon, entre 18 et 40 ans, touchés par un trouble psychique ainsi que leur entourage. C'est-à-dire que
on a également accompagné les proches aidants. Voilà. Donc, c'est une association qui est complètement animée par des personnes souffrantes. Et cette association donc, adopte une approche qui est totalement non médicalisée. Hein, nous n'intervenons pas, voilà, il n'y a pas d'approche médicalisée, elle est totalement non médicalisée et elle est ouverte à tous pour encourager une meilleure compréhension et appréhension de ces maladies. Voilà, et d'une certaine façon, nous croyons dans un monde où l'on peut vivre heureux sans cacher sa maladie. Alors, sa raison d'être, c'est une certaine façon, la raison d'être de la Maison Perchée, c'est d'être la brique manquante entre alors l'hospitalisation ou la crise et puis le retour dans la société. Je vous ai parlé de l'histoire de nos 4 cofondateurs et notamment de 3 d'entre eux. Et 3 de ces cofondateurs ont vécu une hospitalisation sous contention. Il leur en est resté beaucoup voilà, beaucoup de souffrance et une vraie volonté de faire évoluer ces pratiques en psychiatrie. Ce sont également des jeunes qui, lorsqu'ils étaient en crise et en hospitalisation, se sont dit, mais finalement, de quoi est-ce que j'aurais besoin, moi, là, à cet instant? Et ils se sont dit, bah, ce dont j'aurais besoin, c'est véritablement un lieu, un endroit, alors que ça peut être un endroit physique ou un endroit distanciel, digital, mais en tout cas un espace où je pourrais finalement passer quelque temps avant de réintégrer totalement la société. La société, c'est-à-dire les études, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire la vie, voilà, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie amicale, etc. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important dans la construction et dans la manière dont la maison perchée a été pensée. Euh, du coup, ça a été pensé effectivement comme cette brique manquante, et bien comme une safe place pour parler de ces troubles et échanger avec d'autres personnes concernées. Là aussi, finalement, c'était une volonté de leur part de pouvoir voilà, partager, trouver d'autres personnes concernées et pouvoir prendre le temps de parler de ces troubles. C'est un lieu effectivement qui permet ainsi d'acquérir une meilleure connaissance de son trouble. Euh, Par exemple, le site internet de la Maison Perchée est un site extrêmement riche où, pour ceux qui voudraient s'y rendre, eh bien, vous trouverez un certain nombre de brochures, notamment, qui ont été créées, co-créées avec des psychiatres, mais également avec des personnes concernées, et des brochures portant sur l'ensemble des troubles psychiques. Vous y trouverez également d'autres ressources, comme par exemple notre podcast, La Perche, qui parle également de troubles psychiques et d'autres problématiques autour des troubles psychiques. C'est un lieu également qui se veut un lieu d'empowerment ou d'empouvoirment, comme on dit maintenant, grâce à l'accompagnement qui y est proposé. On va y revenir. Et puis, donc, c'est un lieu, alors on en a beaucoup parlé dans l'intervention précédente, qui se veut un lieu de rétablissement qui prépare au retour dans la société. Donc, rétablissement, évidemment, ne veut pas dire guérison, mais qui veut dire vraiment cette capacité finalement à s'épanouir dans la société malgré la persistance de symptômes qui peuvent être encore pénalisants. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la raison d'être de la Maison Perchée. Alors, cette association s'est donné 3 missions. Une mission sur le soutien des jeunes adultes concernés par un trouble. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes adultes entre 18 et 40 ans. Et nous nous concentrons plus spécifiquement sur la schizophrénie, la bipolarité, les troubles borderline et les troubles schizoaffectifs. Ça, c'est notre première mission. Elle se traduit notamment par un certain nombre d'accompagnements, d'activités dont on va parler tout à l'heure, qui permettent effectivement d'amener les jeunes concernés vers le rétablissement. La deuxième mission, c'est d'œuvrer pour déstigmatiser ces handicaps invisibles.
Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de réaliser ici, hein, c'est pour nous de la sensibilisation et ça fait partie de cette déstigmatisation de ces handicaps qui sont invisibles et que donc on ne peut évidemment pas soupçonner et que l'on ne prend pas parfois complètement au sérieux. Et puis, la troisième mission, c'est de contribuer à l'innovation en psychiatrie, notamment à travers le travail avec des psychiatres, avec des institutions sur les pratiques en psychiatrie pour aller vers des pratiques plus respectueuses des jeunes concernés. Euh, pardon. On va remonter. Excusez-moi. Voilà. Alors, tout cela permet quoi? Tout cela permet de mettre en place un accompagnement, alors qui est à la fois en ligne et en présentiel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette association est née en plein Covid, en 2020, et a donc commencé à fonctionner sur une base totalement digitalisée. Depuis 2 ans maintenant, nous avons un lieu qui est au 59 avenue de la République et qui nous permet donc de disposer d'un lieu physique avec un café, voilà, un café, et puis surtout un espace qui permet d'accueillir physiquement des personnes concernées pour leur permettre de réaliser un certain nombre d'activités. Donc, ce qu'on appelle notre parcours de rétablissement est personnalisé puisque chacun finalement a la possibilité de choisir un certain nombre d'activités. Il est basé sur la paire aidance, on va y revenir. La paire aidance étant véritablement le squelette, hein, de notre association. On est donc aussi sur un parcours qui est, comme je l'ai dit, non médicalisé pour les 18-40 ans, concernés donc par la bipolarité, la schizophrénie, le trouble schizoaffectif et le trouble borderline. Alors, en quoi consistent ces accompagnements? Eh bien, nous formons en fait un certain nombre, enfin, nous initions à la pérédance un certain nombre de personnes concernées qui sont volontaires et qui considèrent qu'elles ont suffisamment progressé sur leur parcours de rétablissement. Et ces personnes devenues pères aidantes ont la possibilité et la capacité d'accompagner d'autres personnes concernées. C'est le principe de la père aidance à travers ce que l'on appelle des nids. Alors, les nids sont des échanges individuels avec un père aidant, hein, donc voilà, entre une personne concernée et un père aidant. Également des perchoirs. Donc, les perchoirs sont des groupes de parole de quelques personnes avec 2 pères aidants pendant 3 mois, répartis par trouble. Donc là, ce sont effectivement 2 pères aidants qui vont animer ces groupes de parole pendant 3 mois autour d'un même trouble. Nous avons également un chat communautaire qui est hébergé sur un Discord avec, là encore, un rôle important pour les pères aidants qui est de modérer les échanges réalisés sur Discord. Alors, il y a des échanges qui portent sur les troubles, mais il y a également des échanges qui vont porter sur le cinéma, sur le théâtre, sur des ateliers créatifs, sur la vie personnelle. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de salons, comme on dit, sur ce chat communautaire qui est donc encadré par des pères aidants. À côté de ça, nous proposons également à nos personnes concernées, à nos adhérents, un certain nombre d'ateliers autour du bien-être, autour de l'écriture, autour de la voix, voilà, qu'ils peuvent réaliser là encore soit en présentiel, soit en distanciel. Et puis, nous organisons un certain nombre d'événements sur notre lieu parisien, ce qu'on appelle des open mic ou bien des conférences. Alors, ces événements ont lieu essentiellement le samedi. Hein, on a une programmation qui est très riche tous les samedis, où nous proposons à des écrivains, à des psychiatres, à des artistes, à des psychologues, à des poètes de venir et de partager avec justement nos membres. Voilà, et c'est généralement très apprécié
Et voilà, voilà, et ça rencontre beaucoup de succès. Et il faut noter également que ces événements, donc sur le samedi, sont ouverts à l'ensemble du public, hein. Et de façon générale, notre lieu physique est ouvert le matin au grand public et l'après-midi, il est dédié à nos adhérents, sauf le samedi où il est ouvert à l'ensemble du grand public. Alors, on a parlé de la pérédance, effectivement. Comment est-ce que on vit et comment est-ce que l'on voit la pérédance au sein de la maison de Percher? Eh bien, l'enjeu, bon, comme souvent hein, dans le principe de la paire aidance, c'est véritablement de pouvoir valoriser l'expertise du vécu. On va considérer que la personne qui souffre d'un trouble psychique a développé des compétences et un savoir expérientiel qu'elle va pouvoir mettre voilà, partager et utiliser au profit d'autres personnes concernées. Donc, c'est une entraide mutuelle entre personnes concernées et nous considérons à la Maison Perchée qu'il s'agit d'un véritable pilier du rétablissement, puisque nous avons une phrase hein, qui est finalement qui est servir pour se rétablir, c'est-à-dire que souvent des personnes que nous avons accueillies, qui ont frappé à la porte de la Maison Perchée parce qu'elles avaient besoin d'aide, lorsqu'elles ont pu avancer sur leur chemin de rétablissement, eh bien, à leur tour, souhaitent pouvoir servir pour se rétablir et souhaitent pouvoir initier à la pérédance. Donc, c'est une valorisation du savoir expérientiel. C'est une façon aussi de sortir de l'isolement et d'avoir également une meilleure connaissance de sa propre maladie. Alors, cet accompagnement des pères aidants, alors, ils sont accompagnés, évidemment, hein, nous les formons, nous les accompagnons, nous les animons, nous les recrutons. L'accompagnement des pères aidants est donc basé sur le partage d'un savoir expérientiel, ça on l'a vu. Ils sont donc recrutés dans la communauté. Hein, on considère que la père aidant, c'est véritablement une pierre du parcours de rétablissement. Ils bénéficient d'une formation initiale de 6 mois avec un suivi continu et des perspectives d'évolution lorsqu'ils développent une certaine seniorité. Alors le suivi continu, ça va être le fait de les réunir régulièrement pour leur permettre aussi de faire des groupes d'analyse de pratique, de voir comment se passent les échanges avec les personnes concernées, de débriefer, de progresser, d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a également une entraide entre pairs aidants à travers de la co-animation, à travers des intervisions, à travers du parrainage, hein. C'est véritablement une communauté que l'on appelle une communauté perchée. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que parmi ces pairs aidants, il y en a qui, pour certains d'entre eux, choisissent eh bien, de se former, hein, notamment en licence ou bien en DU, pour devenir des médiateurs de santé pair. Donc, c'est-à-dire, ils choisissent finalement ce métier de médiateur de santé pair. Et nous en avons plusieurs, là, lors de chaque promo, nous en avons plusieurs qui prennent ce chemin. Et là, actuellement, nous avons formé 3 promos de pères aidants et nous avons à peu près 80 pères aidants actifs au sein de la Maison Perchée. Voilà, ça c'est notre lieu parisien, donc un lieu très accueillant, très sympathique, vraiment une safe place où vous voyez dans la première image notre cafétéria, hein, voilà, qui a beaucoup de succès. Voilà, donc sur place, c'est un café associatif. On y réalise un certain nombre d'ateliers. Et puis, il y a tous les jours des pères aidants qui ont choisi de faire l'accueil et de sensibiliser les personnes qui rentrent, que ce soit des proches, que ce soit des personnes concernées, que ce soit des personnes issues d'institutions diverses et variées qui viennent nous rendre visite. Et ces pères aidants viennent expliquer finalement ce qu'est la maison perchée, son mode de fonctionnement, voilà, et comment faire pour y rentrer. Donc ça fait partie des rôles des pères aidants.
Voilà, là, c'est un petit panorama d'autres associations hein, qui, évidemment, ont un rôle important aussi en matière de santé mentale. Comme la Maison Perchée, hein, ces autres associations sont des groupes d'entraide mutuelle. Voilà, bon, on y retrouve un certain nombre. Tout à l'heure, vous avez évoqué Nightline qui n'y est pas, mais qui devrait y être, évidemment. Le Clubhouse, l'AFTOC, le CAPSI, le Psycom, évidemment, l'UNAFAM, Argos 2001, etc., qui font également un très gros travail en matière d'accompagnement des personnes concernées par des troubles psychiques. Voilà pour la présentation en quelques mots de la Maison Perchée et de son mode de fonctionnement et puis de la pérédance. Et ce que je vous propose à présent, c'est que l'on puisse écouter le témoignage de Pauline qui a cette pratique de la pérédance et qui est sur le point de se former à la pérédance à la Maison Perchée. Merci beaucoup. Je vous propose donc en effet qu'on enchaîne sur le témoignage de Pauline et puis qu'on garde 5-10 minutes à la fin pour répondre aux questions des personnes. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans et donc j'ai un métier, on va dire, ordinaire. Et en fait, en parallèle de mon travail, j'ai décidé de m'investir au niveau associatif parce que justement, sur mon lieu de travail, je me suis rendu compte que les maladies psychiques étaient très stigmatisées. Et donc, au début, je disais rien, je fermais ma bouche et je laissais passer. Et en fait, au fil du temps, j'ai comme eu un trop-plein et je me suis dit que j'avais envie d'agir et de faire quelque chose pour faire entendre ma voix, parce que je considérais que j'avais des choses à dire. Et justement, pour pouvoir déstigmatiser les maladies psychiques et également venir en aide à des personnes qui avaient pu avoir un chemin de vie similaire au mien. Alors en fait, quand j'ai décidé de m'engager, ma mère m'a conseillé de toquer à la porte de l'UNAFAM. Donc, c'est une des associations qui a été mentionnée par Alexandra. Parce qu'en fait, ma mère avait eu connaissance de l'UNAFAM lors d'une de mes hospitalisations, puisque l'UNAFAM, en fait, c'est une union nationale des familles et des proches de personnes qui ont des troubles psychiques. Et donc, en fait, moi, mon intervention en tant que père aidante, elle a démarré avec les proches. C'est-à-dire que je suis intervenue dans des groupes de parole à destination des proches pour apporter mon témoignage et mon savoir expérientiel. Et je suis également intervenue lors de formations, notamment donc, une formation qui s'appelle Mieux communiquer avec son proche qui a des troubles bipolaires. Et donc voilà, donc petit à petit, je me suis mise à accompagner des groupes, des petits groupes de proches, en fait, de personnes concernées. Et j'intervenais aussi au niveau d'actions auprès du grand public, donc des actions de déstigmatisation. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'animer des ciné-débats ou également de témoigner lors de semaines d'information, comme par exemple les semaines d'information sur la santé mentale. Et en fait, à force de baigner, on va dire, dans ce milieu où je commençais un petit peu à découvrir tout ce qui était possible, et ben, j'ai découvert la Maison Perchée. Et donc, la Maison Perchée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un panel de services qui est disponible en ligne. Donc ça, c'est ce que Alexandra a expliqué. Et donc, moi qui habite Strasbourg, j'arrive quand même en fait à bénéficier des services de la Maison Perchée, même si la maison est localisée sur Paris. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai pu profiter d'activités assez variées. Donc, comme Alexandra l'a expliqué, il y a vraiment des activités, on va dire, plutôt de loisirs. Donc, par exemple, moi, j'ai fait des ateliers de peinture, il y a également des cours de yoga, il y a des ateliers d'écriture. Donc là, c'est vraiment, on va dire, récréationnel pour aussi rencontrer des gens, etc., être mis en relation avec des personnes. Et ce qui est intéressant et qui recoupe pas mal la démarche de la réhabilitation psychosociale, c'est qu'en fait, la Maison Perchée propose également des ateliers pour, on va dire, responsabiliser les personnes et les faire réfléchir sur leur maladie psychique.
Donc, par exemple, il y a des petits groupes de parole qui s'appellent des cafés santé. Mais alors, santé, donc sans qu'il y ait du thé dans le café. Et donc, par exemple, au cours de ces cafés, il y a des sujets de discussion. Donc, par exemple, ça peut être la parentalité et les troubles psychiques, ou bien comment mieux gérer son stress avec des troubles psychiques, ou encore comment faire son coming out psy quand on a un trouble psychique. Donc, ça permet vraiment de répondre à des questions que je pense toute personne qui a des troubles psychiques peut être amenée à se poser. Et ensuite, il y a également des ateliers pour apprendre à témoigner. Donc là, ça va être vraiment des ateliers qui permettent de mettre en valeur son parcours de vie. Et il y a également des ateliers sur la thématique des directives anticipées en psychiatrie. Donc là, pareil, l'idée, c'est que les personnes puissent rédiger en fait des demandes pour les soignants. Et si jamais elles doivent être hospitalisées, eh ben, on pourra montrer ces directives aux soignants. Et justement, par exemple, on peut demander à ne pas avoir de contention, ne pas être mis en chambre d'isolement, éviter certains traitements qu'on ne supporte pas, etc. Et donc, enfin voilà, donc c'est très intéressant d'avoir ces deux approches parce qu'on a une approche à la fois récréationnelle, sociale, et ensuite une approche plus où on réfléchit vraiment sur son trouble et on nous donne des outils pour apprendre à mieux vivre avec. Donc, Alexandra l'a évoqué, donc il y a aussi des perchoirs. Donc moi, j'ai eu l'occasion de participer à un perchoir sur le thème des troubles bipolaires. Et donc pareil, hein, tout était fait en ligne et c'était vraiment intéressant parce que dans tout mon parcours, j'avais jamais eu l'occasion de participer à un groupe de parole avec d'autres personnes concernées. Donc vraiment très bonne expérience. Et récemment, j'ai fait un nid. Donc là, le nid, c'est un échange individuel avec un père aidant. Parce que voilà, j'avais une problématique personnelle voilà, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un qui n'était pas forcément un professionnel psychologue ou psychiatre. Et donc là, voilà, c'est possible d'avoir un échange en one-to-one avec un père aidant. Et donc, voilà, ce qui fait que, on va dire que moi, je progresse. Alors, je progresse au niveau de l'UNAFAM, je progresse au niveau de la Maison Perchée. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de monter en compétences dans le domaine de la pérédance. Et donc, cette année, en fait, je me forme à la pérédance en suivant le diplôme universitaire de pérédance en santé mentale à l'université Claude Bernard à Lyon. Et donc, voilà, donc là, je suis en train de rédiger le mémoire, là, je suis presque arrivée au bout. Et en fait, dans cette continuité, c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir me former à la pérédance, à la sauce Maison Perchée, on va dire, puisque effectivement, je pense que la formation qui est prodiguée pourrait être assez complémentaire de celle que j'ai reçue dans le cadre de mon DU. Et comme ça, en fait, moi, ça me permettra de pouvoir accompagner donc toujours les proches, plutôt dans le cadre de l'UNAFAM, et d'accompagner directement les personnes concernées, donc dans le cadre de la maison perchée. Donc moi, voilà, c'est un certain équilibre que j'ai trouvé. Et voilà, donc honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas que la paire aidance se développe. Donc moi, je le fais de manière bénévole, on va dire, moi, je le fais sur du temps associatif, parce que je trouve ça aussi important de pouvoir dire que j'ai un travail ordinaire, même si j'ai des troubles psychiques. Mais c'est tout à fait possible de faire de la paire aidance vraiment professionnelle, donc en faire son métier à temps plein puisque voilà, Alexandre l'a mentionné, dans le centre de réhabilitation psychosociale, il y a un père aidant. Donc en fait, voilà, il y a des postes dans les hôpitaux, dans les associations, dans les CMP, etc. Et en fait, pour conclure, je pense que ce qui est vraiment important à mon sens, c'est que les pères aidants, ils incarnent à la fois l'espoir. Donc ça, Alexandra en a parlé. Donc c'est vraiment important en fait de montrer que c'est possible de vivre une vie en étant rétabli et une vie heureuse. Et ça, je pense que malheureusement, dans notre société, on n'a pas encore assez de modèles de personnes qui montrent que le rétablissement est possible. Donc voilà, c'est important d'avoir cette image d'espoir. Et en fait, je pense que c'est aussi important que les pères aidants puissent faire valoir leurs paroles.
parce que effectivement, on est tous passés par des hospitalisations compliquées, on est tous passés par la stigmatisation, et c'est vraiment important, voilà, qu'on puisse faire entendre notre voix et que on puisse revendiquer en fait nos droits. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie de ces deux interventions très complémentaires. Il y a quelques questions qui sont passées et remarques, et on en avait aussi. Moi, je me posais la question, enfin, il y a une question qui s'est posée qui est, mais en fait, c'est quoi la différence avec des GEM et avec les clubhouse? C'est quoi qui est différent, qui est pareil? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est simplement des espaces un peu différents, mais qu'est-ce qu'on y trouve de différent, de plus, de moins, pour les gens qui connaissent pas trop tout ce paysage-là d'associations de ce type-là? Bah, je pense que ce qui est différent, c'est sans doute la philosophie avec laquelle c'est fait. Par exemple, si je prends l'exemple du Clubhouse, qui est vraiment un dispositif extrêmement intéressant et très performant, le Clubhouse fonde l'idée du rétablissement sur le travail. À la Maison Perchée, le travail est un des piliers potentiels du rétablissement, mais il est loin d'être le seul. Voilà, et on va plutôt effectivement s'appuyer sur le dispositif de pair aidance pour faire enfin, ce qu'évoquait Pauline, un certain nombre de groupes de parole, pour faire des entretiens individuels, pour avoir des activités plus de loisirs, des activités plus de réflexion. Mais voilà, mais le travail en tant que la recherche d'un travail, la réinsertion par le travail n'est pas notre vocation première. Voilà. Ok. Donc voilà, ça va être la façon d'aborder, en fait, d'approcher et d'aborder d'une certaine façon le sujet, le sujet du rétablissement. D'accord, donc c'est centré accompagnement par les pairs et pour les pairs. Ouais, Par et pour les pairs, mais avec pas forcément un focus sur le travail ou les projets. C'est vraiment ouais, centré soutien entre pairs au sens large. Et tout moi, à fait. j'avais une autre question. Je me dis, ah bah, il y a plein de choses que vous racontez où on se dit, ah bah, en fait, c'est des choses qu'on essaie de développer au sein des Ouais, structures, en particulier les centres de réhab. ouais. En fait, est-ce qu'il faut, selon vous, c'est peut-être un peu une question un peu très large, est-ce que l'accompagnement entre pairs, ça a sa place dans les centres de soins ou d'accompagnement, on va dire des institutions, quoi, les hôpitaux, etc. Ou est-ce que c'est intéressant que ce soit en dehors, ou est-ce qu'il faut les deux? Voilà, en fait, c'est une question que je me pose. L'accompagnement entre pairs. Ah, moi, j'aurais tendance à penser que oui, ça a sa place dans ces centres-là, parce que c'est aussi une façon de les accompagner. Le, le père aidant a une, comment dirais-je, le père aidant a une mission qui peut être une mission compliquée, qui peut être une mission lourde parfois. Et c'est vrai que ce que l'on fait par exemple à la Maison Perchée, c'est que l'on prévoit on organise de la covision ou de l'intervision, c'est-à-dire la possibilité finalement un peu de débriefer entre pairs, de trouver des solutions et de débriefer entre pairs. Et je pense que ça aurait effectivement toute sa place dans ces institutions-là. Mais c'est vraiment quelque chose de très, voilà, très personnel. D'accord, très bien. Je peux Juste, peut-être ajouter quelque chose. Enfin, moi, je commence un petit peu à voilà, fréquenter des établissements, donc ça peut être des hôpitaux ou des associations qui intègrent justement des pères aidants.
Et c'est une vraie révolution, hein. Enfin, je veux dire, ça modifie complètement les pratiques, ça pointe du doigt des choses qui ne font pas, ça permet de, voilà, de changer des dispositifs et justement de distiller un petit peu cette philosophie du rétablissement et de l'empowerment. Et donc, moi, je pense que... Alors, je dis pas qu'il faut 10 pères aidants par structure, hein, ça peut être une ou deux personnes, mais clairement, je pense que les pères aidants sont un vrai plus, et pas que en santé mentale, hein, finalement, parce que la père aidance, ça peut être dans plein de domaines. La père aidance, d'ailleurs, ça a démarré plutôt avec le cancer. Donc, ça, c'est vrai que ça a démarré plutôt avec ce type de maladie-là. Et oui, je pense que les soignants, ça les challenge quelque part et ça les fait progresser. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Maison Perchée, pour le moment, n'est présente qu'à Paris, mais il y a une réflexion en cours sur des modalités de changement d'échelle et d'essaimage. La possibilité d'installer des maisons perchées ailleurs qu'à Paris. D'accord. Voilà, c'est une réflexion qui est en cours, qui est plutôt bien avancée. Voilà. D'accord, donc c'est en train d'être réfléchi. Ouais, d'être réfléchi, oui, tout à fait. D'accord, super. Hmm. Ok. Il y avait des questions sur, de manière générale, sur est-ce qu'on peut trouver dans telle et telle région, et donc on a pu y répondre. Moi, j'avais une réflexion. Je trouve ça vraiment intéressant de centrer là, à la Maison Perchée, de centrer vraiment l'ensemble de l'accompagnement sur le principe de la pérédance et finalement uniquement la pérédance. Enfin, c'est peut-être un peu ce qui est un peu différent d'autres structures où il y a euh, des personnes concernées qui interviennent de manière associative, mais où il y a des accompagnements qui sont plus par des professionnels ou par d'autres manières d'accompagner. Ouais. Et donc, je me disais que c'était vraiment ce qui faisait la spécificité et que c'était intéressant. Je me posais la question, est-ce qu'il y a des travaux de recherche sur l'évaluation? En gros, qu'est-ce qui est spécifique? Qu'est-ce qui se passe particulièrement dans ces structures-là? Est-ce que vous avez, parce que par exemple, je sais que pour les Clubhouse, il y a eu tout un travail de recherche qui a été fait par Pierre Leroy Attala, etc. Enfin, en tout cas, il y a eu plusieurs travaux de recherche. Et du coup, est-ce que c'est des choses que vous aimeriez pouvoir mettre en place ou qui sont déjà en place? Alors oui, oui, on a eu déjà des travaux de recherche, effectivement, qui ont eu lieu ou qui sont en cours notamment sur l'impact de la pérédance. Alors, je ne pourrais pas vous dire où ils en sont aujourd'hui parce que c'est vrai que je ne m'occupe pas tellement de cette D'accord, partie-là, mais oui, oui, nous avons un certain nombre de travaux de recherche en lien avec, on travaille pas mal, notamment avec l'hôpital Sainte-Anne, le GHU. Voilà, donc c'est en cours, c'est en cours. ok, Ouais. super. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres remarques qui étaient... Est-ce qu'Alexandre sait s'il y a d'autres centres comme C2R qui se développent ailleurs en France ou ils sont... Oui. Ah bah, j'ai une question qui vient de derrière, là, par mon collègue qui est là. Une question pour Alexandre, puisqu'il y a une question sur la Bretagne, mais en fait, au sens plus large, est-ce que, Alexandre, tu sais s'il y a des centres d'accompagnement, on va dire, de réhabilitation sur un peu le modèle du C2R Mainvielle, qui existe, qui se dessème ailleurs en France, sur le modèle très accompagnement, projet, etc. Sur le même modèle que nous, je sais pas exactement où en sont partout les autres centres en France, puisque ça va être une façon de faire de la réhab, mais pas forcément la façon la plus commune. Euh, Mhm. Nous, on a surtout diffusé le modèle quand même pas mal en tant que centre support en Occitanie. Donc en Occitanie, il y a quand même notre centre. On va avoir à Nîmes le centre Hype qui a ouvert qui est pour les gens qui souffrent d'un trouble borderline. Euh, Ok. où ils vont essayer d'accompagner au maximum comme ça sur les projets. La Villa Origène à Nîmes aussi. Euh, et après, comme je dis, je ne connais pas toutes les initiatives en France. Donc, du coup, euh, D'accord. Pour après, le- facile de créer un projet, il faut avoir une certaine liberté
Il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont un peu frileux peut-être encore aujourd'hui à laisser cette liberté, cette façon de fonctionner. Du coup, c'est pas forcément facile, même si les équipes le veulent, de pouvoir fonctionner aussi librement. Mm. Sur le modèle du case management, il y a tous les centres d'intervention précoce qui utilisent en partie ce modèle du case management. Je ne sais pas si tous sont sur le même modèle, mais je rajouterais peut-être ça, la question c'est peut-être des espaces où ça peut émerger, en fait, la question de l'accompagnement. C'est ça. Mais il va y avoir cette différence entre les interventions précoces vont être, il y a, c'est le case management, il y a plusieurs types de case management et ça va être le case management euh, justement d'intervention précoce, qui est un peu Mm, différent du case management plus global tel qu'on le pratique nous, tout comme il y a le case management de transition pour faire le lien entre hospitalisation et extérieur. Et en fait, il y a plein de façons aussi de faire du case management, mais normalement, c'est des lieux où on va privilégier. On va essayer maintenant, j'espère que partout en psychiatrie, petit à petit, on va essayer de privilégier plus uniquement le rétablissement médical, mais aussi le rétablissement personnel. Euh, voilà, que ces deux dimensions, en fait, de pas tenir juste compte de la symptomatologie, mais aussi de l'ensemble de la qualité de vie de la personne. J'ose croire qu'en psychiatrie, c'est en train de changer. En tout cas, moi, je trouve qu'au fil des années, on a vu du changement en France. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Voilà. J'avais une dernière question tant qu'on parle de case management. Euh, Là, comme vous avez plutôt des jeunes, souvent vous êtes en première ligne et vous êtes les premiers. Je parle pour Alexandre et Manon. Donc vous êtes les coordinateurs de parcours, mais parfois il y en a d'autres en fait euh, est-ce que pour une personne qui vit avec des troubles psychiques invalidants, ils vont, comment on peut penser le case management, en tout cas l'accompagnement de parcours aux différents moments de la vie? C'est-à-dire, c'est qui le case manager? Est-ce que c'est des centres dédiés aux jeunes dans un premier temps, mais aussi après des professionnels des CMP ou bien des professionnels de l'accompagnement, en fait, dans des SAMSA, dans d'autres structures? Parce que finalement, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'est pas encore qu'on n'arrive pas trop à penser, en fait. Sur des populations spécifiques, ça le fait. Donc, les jeunes pour vous, etc. Mais après ou dans d'autres cadres, euh, il faut des case managers partout ou pas? Et si oui, où est-ce qu'il les faut, en fait? Et à la place de quoi? J'en rajoute une couche de complexité. Alors, je me permets d'intervenir. Déjà, c'est partir du principe où peut-être la personne aura toujours besoin de soignants autour d'elle, mais on lui souhaite que non déjà. Mais si toutefois il y a besoin à différents moments de la vie, et ça peut être le cas, en tout cas le paysage de la réhab sur Montpellier et alentour, c'est donc pour les moins de 30 ans notre centre et pour les plus de 30 ans, il y a un centre de réhabilitation psychosociale sur le même modèle qui a été créé. Et donc le choix qui a été fait des deux projets, c'est d'évoluer et de faire évoluer les pratiques dans le même sens, mais en mettant une spécificité sur les âges. Voilà pour notre territoire. Après, j'ai pas d'idée précise de comment ça se passe dans d'autres territoires, uniquement sur l'Occitanie. Voilà. Mais après, je pense que, enfin, pour moi, la réhab ne devrait plus exister si on est Ouais. idéal. On ne devrait plus faire de la réhab, on devrait juste avoir en psychiatrie, effectivement, une prise en charge globale avec Oui. un case manager. Enfin, moi, ce serait mon souhait à terme, c'est que les unités de réhab n'existent plus. Et pour dire en psychiatrie, on tient compte de l'ensemble de la personne et on tient compte de. C'est bien de retaper un jeune, il a fait une décompensation, il ressort, il est stable médicalement. Mais si sa vie dehors, c'est de retourner avec l'âge dans son appart de 17 mètres carrés et dans un quartier pourri et qu'il n'ait pas d'amis, bah forcément, on sait qu'à un moment, la rechute, il aura beau prendre son traitement, elle risque d'arriver parce que c'est des conditions de vie qui sont pas bonnes et on a eu tendance à un peu trop souvent l'oublier. Et c'est pour ça qu'on voit dans les études qu'il y a des fois pas de qu'il y a une corrélation assez faible entre le niveau de symptômes et le niveau de rétablissement personnel, avec des gens qui des fois ont peu de symptômes, ne sont pas du tout rétablis, et des gens qui en ont plus, mais qui ont une vie plus intéressante. Et du coup, finalement, c'est de se dire, bah ouais, on devrait faire du case management un peu partout, mais Mm, adopter cette philosophie, enfin, ce modèle du rétablissement personnel plus largement. mm, Pas pour dire que ce qu'on faisait avant était pas bien,
mais pour dire que nos savoirs, ils ont évolué. Et peut-être que j'ai l'impression que des fois en France, on met un petit peu de temps à intérioriser les nouveaux savoirs. Euh, Mm. et que du coup, on gagnerait peut-être à bouleverser les pratiques un peu plus rapidement, probablement. Voilà. Ça reste mon avis sur cette question. Donc, à terme, oui, du case management pour Oui. tous, y compris chez la personne âgée, chez les personnes âgées, enfin, pour tout le monde, quoi. En fait, ça voudrait dire que l'ensemble des soins ambulatoires, non médicamenteux et non hospites en psy, ce serait de la réhab en fait et du case management, sur le modèle du case management. Ou en tout cas peut-être basé sur des notions de bien-être, mal-être et qu'on parle davantage aussi des émotions et que ce soit enseigné à l'école. L'éducation nationale aurait sa place aussi. Donc après, on en demande toujours plus aussi à l'éducation nationale, c'est un autre débat. Mais voilà, il y a des cours d'éducation civique. Pourquoi il n'y aurait pas des cours de qu'est-ce que c'est mes émotions, qu'est-ce qui fait que je suis bien, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien, de santé mentale, en fait, que ça devienne presque une matière, je sais pas. Peut-être que je vais loin, mais dans les perspectives, mais voilà, peut-être ça changerait les choses à terme. Mm. Ouais, Au-delà des, du champ du soin, effectivement, la Mm. question de la prévention et de, de l'accompagnement dès la prévention primaire, en fait. Mm. Mm. Ok, bon. Euh, Il y a pas mal de ressources qui se tournent un peu là dans les commentaires. Euh, on parle, certains disaient, mais où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on peut trouver des structures ressources, etc. Donc le site retap.fr par exemple, il y en a d'autres, hein, mais qui regroupent un peu différentes structures euh, plutôt d'orientation réhab et rétablissement. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin pour vous, chacun, chacune? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager s'il y avait un mot de la fin? Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une aurait envie de partager quelque chose pour conclure son propos? Je vous prends de court là. non, non, mais allez, je sais pas. Moi, en tout cas, j'aurais disons, tendance à dire que ce qui compte, en tout cas, quand on est soignant, c'est pas de perdre de vue l'espoir et d'essayer de jamais présumer, toujours se dire, allez, on y croit et on va y aller et pas mettre de frein au projet des personnes. Euh, je pense que c'est ça qui va créer le lien. Et là, on parlait du thème des jeunes. Donc, en fait, c'est ça qui est important aussi pour faire le lien avec les jeunes, de dire on croit en vous et de croire réellement en eux, c'est-à-dire leur faire confiance pour essayer des choses et pas baliser trop le terrain en l'avance. On n'a pas grand-chose à perdre souvent d'aller tester. Au pire, ça se passe pas aussi bien que prévu. Et ben justement, on peut travailler ça ensemble plutôt que de surbaliser en disant oula, vous n'êtes pas prêt et d'enfermer la personne. Donc je crois que ouais, le mot de la fin, ce serait ça, l'espoir quoi, et croire dans les personnes. Ben, en fait, ouais, ça me fait penser, en fait, je me dis, mais en fait, vous avez tous parlé de rétablissement, d'outils de rétablissement, de leviers, et j'entends dans la première intervention, je pense au paradigme Scheim, donc le paradigme du rétablissement, connectivité, espoir, identité, sens et empowerment, et j'ai l'impression qu'en fait, on a tous ces ingrédients qu'on a trouvés un peu partout pendant les deux interventions. D'une part, la question de l'espoir dont tu parles, Alexandre, de l'empowerment, de la question de l'accompagnement des projets, de quelque chose de très... donc vraiment, ces leviers-là que sont l'espoir et l'empowerment, l'identité positive aussi, par le biais de retrouver une place sociale. Et puis j'entends aussi dans la présentation de la maison perchée la question de la connectivité, du lien, aussi de l'identité dans la question de la pérédance, de la projection et le fait de se projeter dans auprès de personnes qui s'en sont sorties, en tout cas qui sont dans un rétablissement actif, etc. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu, avec les différentes, cette espèce de possibilités d'accompagnement en dehors, enfin, dans ou en dehors du soin aussi dans les associations, en fait, on voit qu'il faut pouvoir avoir accès à différentes
différents outils qui vont soutenir ici l'espoir, l'empowerment, ailleurs le sens, l'identité, la connectivité aussi comme de manière privilégiée en fonction des besoins de chacun et de pouvoir aussi se dire que on ne fait pas tout dans un seul espace de soins ou d'accompagnement et que c'est chouette de pouvoir avoir de la ressource sur le territoire pour pouvoir proposer aussi différents accompagnements, en tout cas pour les personnes qu'on accompagne. Oula, il y a plein de gens qui réagissent. Bien. On parle des arts et de la culture à Nantes. Alors, je ne sais pas ce qui existe comme maison perchée ou pas sur Nantes. Est-ce que c'est actif ou pas? Mais en tout cas, il y a Living Museum. le Living Museum qui a ouvert à Nantes récemment. Et parce que vous parliez là de les arts et la culture sont un très bon moyen pour rebondir. Quand on parle de levier et de qu'est-ce qui peut nourrir de l'espoir, l'identité, etc. Et on n'est pas limité à une seule manière d'accompagner. Et donc, effectivement, il y a aussi le Living Museum. C'est encore un autre modèle qui peut Ouais. nourrir sur le modèle vraiment très père et danse également, mais qui passe par l'expression artistique et par la mise à disposition d'un espace de création pour les personnes concernées. Voilà. Ouais. Euh, Ouais. Bah, moi, pour la maison perchée, j'insisterai vraiment sur ce mot alors d'empowerment, hein, qui rejoint celui d'espoir, c'est-à-dire que ce que l'on essaie de faire à travers effectivement la paire aidance, qui est vraiment le squelette, hein, le véritable squelette de l'association, c'est ça, hein, c'est de les accompagner vers de la paire aidance, de leur permettre effectivement de soutenir d'autres personnes concernées, de prendre en charge un certain nombre d'activités au sein de la maison perchée, de faire de l'accueil, de faire de la modération, de faire des nids, enfin voilà. Et c'est ça qui pour nous est vraiment, comment dire, soignant d'une certaine façon. Voilà. Et ça rejoint l'espoir effectivement que l'on peut mettre dans ce dispositif. Eh ben, je vous remercie beaucoup de tous vos apports. Ça a été vraiment très riche aujourd'hui et je pense à la fois éclairant et ça ouvre plein de perspectives. Ça nous donne de l'espoir à nous, en fait, aussi, soignants et accompagnants. Donc, merci vraiment beaucoup à vous de toutes vos interventions. Et je vous propose de clôturer sur maintenant, en fait. Voilà. Je ne vous donne pas de nouvelles dates de prochain goûter puisque nous ne l'avons pas. Ce sera en tout début, enfin à la rentrée 2025. Il y aura prochain goûter. On n'a pas encore exactement la date. On vous le fera savoir par les réseaux le plus rapidement possible. Et je vous remercie.